Salut tout le monde, je suis de nouveau à la Redbox avec cette fois-ci Valentin, alias Vodka sur YouTube, pour une nouvelle interview en 12 questions. Et j'en vois venir certains, non, je n'ai pas tourné l'interview d'Amixem et celle-ci dans la même journée. Certes, ça m'aurait évité un autre aller-retour de 6 heures en voiture, mais ce n'est pas le cas. Donc, je te laisse te présenter brièvement et on pourra attaquer les questions. C'est vraiment la première question, même celle-là elle est dure, de se présenter quand t'es youtubeur. Bah écoute, je fais du YouTube depuis presque 10 ans, enfin je fais des vidéos depuis presque 10 ans, sur Dailymotion avant. Ah ouais. Après j'ai fait du YouTube. D'accord. C'était vraiment à l'arrache avant, mais voilà, et ça fait peut-être 5 ans que je fais ça professionnellement. Et à côté j'ai aussi une marque de vêtements, plus genre BMX, voilà, rapidement, je peux pas me présenter plus rapide. YouTubeur et... De toute façon, on va approfondir. Oui, voilà, après, ça, je préfère approfondir sur cette question. Ok, très bien, donc Valentin ne connaît pas les questions à l'avance, et comme d'habitude, on se retrouve juste après le minutage correspondant à chaque question qui vous permet de vous rendre directement à celle qui vous intéresse. Du coup, première question. Certains youtubeurs ont connu un certain succès grâce à leur façon atypique et bien personnelle de monter et rythmer leurs vidéos. De ton côté, tu confies le montage de tes vidéos et parfois le cadrage à 3 monteurs que tu partages avec Amixem et Joyka. Selon toi, est-ce que le fait de confier le montage à d'autres personnes dépersonnalise les vidéos et rend plus acteur que youtubeur? Ah, je m'attendais pas à celle-là. Déjà, avec Maxime, on a 3 monteurs en commun. Ouais. Et on n'en a pas encore avec Joyka. Joyka a son monteur qui va sûrement rejoindre notre équipe de 4. Enfin, c'est un peu compliqué. Autant pour moi. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, oui, pour répondre à... En gros, la question, c'est est-ce que du coup, ça rend pas un peu impersonnel le fait que ça soit quelqu'un d'autre qui fasse ton montage? Pour la raccourcir un peu. Bah non. Je vais pas être développé. Non, bah c'est bon. Non, bah ça aurait pu, mais on a fait en sorte que non, puisqu'on a bien expliqué à nos monteurs à chaque fois ce qu'on voulait. Ouais. Et bah, par exemple, il y a Maxime, il y a pas longtemps, qui a fait un montage... tu sais, sur la vidéo 5 secondes challenge, qui était un peu télé, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu. Mais au niveau des intros, tout ça, il y a des coupures, il y avait une musique. Moi, je suis allé voir les monteurs et je leur ai dit, moi, ça, non, je ne veux pas ça sur ma chaîne en fait. Je veux vraiment que ça soit toujours du YouTube. Même si la vidéo de Maxime, du coup, était vraiment très pro et très agréable à regarder. Moi, je me sens pas encore sur ma chaîne de pouvoir faire ça. Donc, du coup, nos monteurs, on leur dit bien, voilà, moi, c'est pas possible. Maxime, il aime bien, moi, ça me correspond pas. Et du coup, ils savent faire... pour nous, qu'on va dire, j'aurais jamais un montage, même si c'est les mêmes monteurs, j'aurais jamais un montage de Maxime sur ma chaîne. Ouais. Même s'il y a des idées qui se retrouvent, par exemple, si tu as une idée de musique, eh ben, sur ma chaîne, ça serait notre musique et elle sera peut-être plus provoque, tu vois ce que je veux dire. Maxime, du coup, il y a beaucoup de communication entre toi et tes monteurs. Oui, oui, tout à fait. Bah, comme tu as vu tout à l'heure, pendant que tu montais un peu le setup, je suis allé voir les monteurs pour voir ma vidéo. Et je leur ai dit, bah ça va pas, ça tu peux le faire. J'ai eu très longtemps mes monteurs qui me demandaient, est-ce que ça je le mets? Parce que j'avais quand même un côté provoque et il y avait certaines vannes, ils me regardaient, ils me disaient, tu la mets, t'es sûr? Je dis, ouais, vas-y mec, c'est pas grave, on s'en fout. Puis des fois on disait, non, attends, celle-là tu la mets pas. Ouais. Mais on arrive à peu près on se comprend mieux, hein, ça fait bientôt 2 ans, même plus je crois, ça fait 2 ans peut-être et demi qu'on travaille ensemble, donc on se comprend très bien. Ouais, j'imagine que maintenant ils connaissent tes attentes par cœur, des trucs comme ça. Mais encore une fois, comme j'ai pas envie qu'ils soient, et tout comme moi d'ailleurs, qu'on s'arrête, enfin, qu'on tombe dans une routine, je fais tout pour recréer des nouvelles choses. Il y a les montages BMX qui sont arrivés où c'est une nouvelle façon de voir les choses. Là, j'ai d'autres idées de vidéos qui vont prendre plus de temps, qui seront plus travaillées, et du coup là, de leur côté, ça sera plus une caméra, il y aura peut-être 4-5 caméras, j'ai besoin de 2 caméramans, enfin j'ai envie de faire un truc plus poussé. Et là, ça va être du coup leur nouveau rôle de faire un nouveau montage. Un peu comme Maxime sur ses dernières vidéos, genre Nerf, où il y a plein de caméras, mais pas comme Maxime. D'accord. Donc bien que tu aies des monteurs qui montent tes vidéos, tu veux quand même garder une certaine signature à travers un montage qu'on reconnaît à travers tes vidéos. Déjà pour eux, et puis pour moi, et puis pour les gens qui regardent, je veux pas que ça soit... Parce que c'est le piège en fait de très vite tomber sur la vidéo où au final les mecs ils regardent toujours le même, tu vois. Le montage est toujours le même, donc très vite ils sont intéressés. Bah, là je sais ce qu'il va y avoir comme effet, là je sais ce qu'il va y avoir comme blague, là je connais la fin, enfin on essaye un peu de changer les choses. D'ailleurs mon studio a rajouté ça maintenant, on s'amuse à faire des effets de téléportation. Ouais. Je me suis dit peut-être que les gens trouvent ça lourd, et en fait les monteurs m'ont dit non, j'ai regardé dans les commentaires, ils trouvent ça marrant, et eux les monteurs même trouvent ça super marrant à rajouter des effets où genre Jordan il apparaît quand je claque des doigts, Mastu qui apparaît du plafond, enfin on peut faire plein de trucs quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu te sens plus acteur que youtubeur sur le fait que tu ne montes plus maintenant tes vidéos? Disons que youtubeur, c'est un métier où tu as plein de choses à faire. Ouais. Et j'essaye d'en enlever le plus possible pour avoir plus de temps pour créer.
Donc je dirais pas acteur parce que je fais pas que de l'acting, je veux dire j'écris toujours mes textes, je réfléchis toujours à mes idées, c'est pas juste je viens le lundi, ok donc t'as ça à faire, ça à faire. C'est toujours travailler, mais c'est sûr que ça m'enlève une tâche de youtubeur on va dire. C'est un peu comme quand tu prends un community manager, ce que j'ai pas fait, mais quand tu prends un community manager, on va te dire est-ce que t'es toujours youtubeur? Tu dis bah oui je suis toujours youtubeur, mais par contre ça j'ai arrêté de le faire. Ouais. Et du coup, ouais, c'est parce que je reviens à ma question, il y a certains youtubeurs qui ont été connus grâce à leur montage, leur façon bien personnelle, on va dire, de monter leurs vidéos. Toi, du coup, c'est pas cette facette-là que je tu pense veux pas que travailler. c'est ça qui m'a rendu... Bah de toute façon non, parce que ça serait pas moi qui arriverait le mérite, sachant que c'est des monteurs. Ouais. Bah du coup, tu vois, on peut revenir sur la vidéo de Californie, là, pour Unicorn. Le montage, il est dingue, c'est filmé, c'est dingue, et je peux même pas dire c'est moi, quoi. Je peux dire c'est moi qui ai créé le projet, c'est moi qui ai un peu mis en relation, enfin, qui ai fait tout le truc, mais je peux pas dire c'est moi. D'accord. Enfin, moi, je regarde la vidéo comme si on me la présentait, enfin, quand je l'ai regardée la première fois, j'étais comme un gamin, quoi. Comme les vidéos de BMX que je regardais il y a encore maintenant, mais il y a 5 ans, quoi. Ouais, d'accord. Et ben, on va faire la deuxième question. Alors, tu as profité du projet de la Redbox avec Amixem pour faire construire un skatepark dans la cour. Comment comptes-tu le rembourser et comptes-tu à terme le rentabiliser? Alors, le rentabiliser jamais, donc jamais il sera payant. Ou en tout cas, il sera jamais payant pour les riders, mais il sera peut-être payant pour des... En fait, au final, si, en fait. T'as raison. Donc oui, en fait. il peut rapporter de l'argent si on fait, par exemple, je sais pas, un projet avec une marque et on leur dit, voilà, il y a l'événement sur le skatepark, j'invite tant de riders, ça me coûte tant, donc il faut que vous payiez ça, puis vous payez du coup le skatepark pour rembourser une partie. Enfin, je peux juste le rembourser comme ça. Enfin, pardon, comment tu disais Le rentabiliser. Le rentabiliser. Je peux juste le rentabiliser comme ça. Mais sinon, c'est pas pour but de faire payer les gens qui viennent. Il y a beaucoup de riders qui viennent. Et à chaque fois, ils me disent tu dois quelque chose. Et je leur dis bah, la seule façon que tu peux me remercier, c'est de parler de la marque. Et de toi-même acheter un t-shirt. Ou en tout cas, de montrer que c'est une évolution positive du BMX. Mais jamais j'aurais demandé de payer l'entrée ou quoi que ce soit. Ouais. Et de le rembourser, bah, en fait, ça s'est un peu fait. Alors, c'est un peu compliqué parce que là, justement, ce matin, j'ai signé l'ouverture de l'entreprise Unicorn. Au début, Unicorn était sur ma chaîne YouTube, sur mon entreprise YouTube. Et le comptable m'a dit que ça marchait aussi bien que YouTube. Donc il fallait que je dissocie les deux. D'accord. Le temps que tu crées les statuts, ça prend du temps. Et après avoir dissocié du coup Unicorn là ce matin, le skatepark il appartient toujours à mon entreprise YouTube. Donc soit je le revends à Unicorn, enfin je sais pas, je pense que c'est pas un truc compliqué à faire, mais en tout cas il a été remboursé avec des OP sponsors, il a été remboursé avec aussi la marque de vêtements. Donc là ça y est, il est remboursé à 100%? Il est remboursé à 100%. Ouais. Ah oui. Ouais, j'ai encore un crédit parce que j'ai dû faire un crédit, mais le temps que le crédit se fasse, j'ai réussi à développer Unicorn et Unicorn a rapporté. Enfin, c'était assez compliqué et au final, j'ai quand même fait le crédit parce que mon banquier m'a dit c'est toujours mieux d'avoir un crédit. Enfin, c'est un banquier, on ne va pas me dire bon, on arrête tout. Et du coup, je l'ai fait, c'est une sécurité quand même. Ça m'a permis quand même de payer la moitié au moins, d'être sûr si j'ai un problème ou je sais pas s'il y a un problème sur YouTube, on sait jamais. Donc j'ai préféré prendre le crédit, mais il n'a pas coûté si cher que ça, je trouve, par rapport à ce que pourrait coûter les skateparks et ce qu'on voit dans les villes, les budgets qui sont développés pour les skateparks. Ah ouais, parce qu'il me semble que tu as même importé des pièces d'autres pays. J'ai importé, le seul truc que j'ai importé c'est la résie, et ça coûtait 5 000 €. Même pas 3 000, 3 500. Je voyais ça plus cher. Ah non, aux États-Unis c'est 5 000 et ça venait par bateau et ça mettait un mois. Après, tu as d'autres solutions de rider où tu prends des tapis de carrière, tu sais, les tapis qui font monter les cailloux là. En gros, faut les couper, faire des lamelles et tu fais une fausse résine. Je leur ai dit, si j'invite une marque et qu'il y a un truc comme ça, la marque va dire bah non, c'est pas pro et tout. Donc là, j'ai vraiment pris un truc officiel et bah oui, du coup, ça m'a coûté 3 500 €. Et pourquoi ce projet du coup de skatepark dans la cour? Alors, ça vient du fait que j'ai commencé les vidéos de BMX. Alors, la toute première vidéo de BMX que j'ai faite, c'était avec une pote à l'arrache à Vancouver. Et elle a buzzé, du coup je me suis dit, c'est ouf comment, juste parce que je suis naturel et que je m'amuse sur mon vélo, les gens ça leur plaît. Donc, alors qu'au final c'est l'essence de YouTube, hein, c'est le côté je fais un peu ce que je veux. Et j'en ai refait en France, sauf que j'ai commencé à faire à Nantes parce que le plus gros skatepark près de chez moi c'était à Nantes, enfin près d'Angers. Et il y en avait aussi un au Mans, sauf qu'à Nantes il y avait plus de funbox et il y avait un bac à mousse. Et je me suis fait beaucoup de potes là-bas rapidement, donc j'ai commencé à souvent y aller. Sauf qu'en fait le propriétaire, et il le sait, hein, c'est un gros con. Je vais avoir des problèmes après avoir dit cette phrase. En fait, il est détesté et si tu veux, pendant que je tournais, il s'amusait. Je lui dis est-ce qu'il y a moyen de couper la musique? Donc, au début, c'était oui, il n'y a pas de souci. Et 20 minutes après, il mettait du Joule à fond. Et quand j'arrivais pour le voir, je dis pourquoi tu fais ça? Il disait ah non, mais le PC il bug. Donc tu vois, c'est lui le patron, donc voilà, tu vois, tu peux rien faire. Après, c'était pas de souci, je coupe la musique et en fait, il la coupait pas. Bon, après, au final, c'était un peu genre plus je cherche, tu vois, c'est. Alors après, c'était parce qu'il y avait la communauté roller, la communauté BMX, et c'était un peu le clash et
ça les faisait un peu chier que je filme. Et puis des fois, il me sortait des phrases où je peux pas dire non, tu vois. Il me disait, bah en fait, ça gêne tout le monde. Donc j'allais voir tout le monde un par un dans le skatepark. Et je dis, ça te gêne si je coupe la musique? Non, non, je suis allé voir tout le monde, ça ne dérange personne. Tu vois, j'étais vraiment. Le mec, il va faire. Je voulais que ma vidéo soit. Bah oui, j'allais dans la provoque et je voulais aussi que ma vidéo soit parfaite. Et j'arrivais et je lui ai dit, mais du coup, tout le monde m'a dit non. Il fait, ouais, mais moi ça me dérange. Je fais, ok, pas de souci. Et puis un soir, j'ai pété un câble et je suis allé le voir et je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi ton problème? Il m'a dit, je comprends pas. Il me dit, mais en fait, tu vois, genre, je fais des vidéos dans ton skatepark, ça ramène des gens et tu le sais parce qu'il y a des gens qui parlent de moi autour. Enfin, je veux dire, c'est une vérité, tu vois, quand tu arrives dans un skatepark, que ça fait 1 million de vues, tout le monde fait, ah, mais il est où ce skatepark? Et je dis que c'est clairement à Nantes. D'ailleurs, je regrette maintenant. N'y allez plus, n'allez pas dans ce skatepark. De la pub gratos pour eux. Non, mais tu te dis, c'est la pub gratuite. Et le mec, au lieu d'être juste gentil et de me remercier, dit, bon, voilà, je coupe la musique pour que tu roules avec tes potes parce que je voulais vraiment rouler avec mes potes et pas rouler tout seul. Ils m'ont proposé d'aller dans le skatepark, je crois que c'était le lundi matin. Genre 10h midi, je fais non mais les gars, c'est pas comme ça le BMX, c'est pas genre 10h midi, c'est le BMX, c'est quand on veut y aller, on va faire du vélo quoi, c'est pas on se dit ok j'ai ce créneau, j'en fais quoi. Et du coup je suis allé le voir et je lui ai dit mais en fait c'est quoi le problème? Il dit il y a pas de problème, je dis bah pourtant à chaque fois il y a toujours un problème avec la musique et tout, enfin vous me respectez pas, même l'équipe entière des riders vous la respectez pas, genre si tu veux c'est 23h, ça ferme à 23h, il arrive à 23h moins 5, il éteint tout le skatepark. Et il dit bon franchement il dit honnêtement cassez-vous. Tu te dis mais t'as payé un service, tu peux pas... Si c'est un skatepark gratuit, moi je veux dire, je le ferais pas, mais je pourrais me permettre de dire bon bah voilà, c'est mon skatepark, j'ai éteint tout, cassez-vous, j'ai envie de rentrer chez moi. Là c'est pas son skatepark, il est payé à le gérer. Il dit cassez-vous parce qu'il veut rentrer chez lui, mais t'as des manières de dire les choses. Alors les gars, dans 5 minutes, faut y aller, t'éteins pas la lumière pendant que tout le monde se change quoi. Bon bref, du coup ça m'a vraiment pris la tête, j'y suis plus allé. Je suis allé au Mans, et au Mans c'était... Alors au Mans ils sont hyper cool, vraiment super sympas, mais c'était quand même le même problème de... J'ai l'impression en fait de déranger les autres riders. Et c'est pas ce que je voulais en fait. Je voulais vraiment garder ce côté, je fais du BMX et pas je suis youtubeur. Donc j'essayais souvent de filmer mais le plus discret possible. D'ailleurs il y a beaucoup de riders qui m'ont toujours dit dans les skateparks, je les filme, je fais la vidéo et après ils me disent ah mais tu filmais? Je fais bah ouais, je t'ai pas vu que je commentais et tout. Fait bah non on n'a rien vu et tout, c'est trop cool. Donc ça fait plaisir. Ouais donc tu les gênais pas du tout quoi. Ouais c'est ça, au final en fait je roulais avec eux, je dis bah tu veux pas faire ça là-bas, et en fait comme le caméraman était très très discret, il sentait pas en fait c'était vraiment, ça se ressent dans la vidéo, c'est une session entre potes quoi. Et j'ai fait la même chose il y a pas longtemps sur mon skatepark en juste posant la caméra, je dis les gars on discute et il y a pas de on la refait, attends tu peux redire ça plus près du micro. Des fois je suis un peu obligé, mais en général quand j'ai un caméraman, lui il le sait donc il sait prendre le moment quoi. D'accord. Okay. Et du coup pour conclure, c'est que j'ai eu besoin de ce skatepark pour faire les vidéos, c'était pour moi plus simple au moins, puis en plus je suis juste à côté de la Redbox, j'ai tout le matos. Je veux à un moment privatiser le truc, je peux installer les modules que je veux, parce que c'est vrai que la rési, du coup les tapis, plus pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de... C'est une résine je pense. Bon, en fait si vous voulez c'est un faux sol, mais mou, donc comme ça quand on tombe on se fait pas mal et on glisse, mais on peut quand même rouler dessus. D'accord. Ça c'est peut-être 3 skateparks en France. Ah oui. Et il y en a un à Marseille, il y en a un au Stride qui est à Strasbourg. Enfin c'est vraiment loin, donc c'est à dire qu'à chaque fois je vais aller m'entraîner, il faut peut-être que je perde une semaine parce que tu peux pas arriver sur une rési le premier jour et te lancer. Il faut que tu adoptes un peu le skatepark. Je veux dire, même moi mon skatepark j'ai mis peut-être 1 mois avant d'oser vraiment me lancer, et encore j'ai pas passé tous les modules. Parce que je préfère prendre mon temps et bien être en harmonie avec mon skatepark plutôt que juste arriver et bourriner et se faire mal quoi. Ce que je fais souvent quand je fais un road trip ou je vais dans un skatepark dans une autre ville. D'accord. Mais voilà. Et ça te sert peut-être aussi un petit peu de vitrine pour ta marque. Oui, c'est vrai que l'autre, j'ai complètement oublié je vais me faire insulter par les riders de la team. J'ai complètement oublié cet aspect, c'est que je voulais vraiment que les riders puissent avoir un endroit où ils puissent rouler sans forcément pareil privatiser ou quelque chose comme ça. Bon après c'est à côté de chez moi, c'est plus simple, mais où ils puissent juste venir rouler quand ils veulent et qu'il y ait de la rési parce qu'il n'y en a pas en France, qu'il y ait des modules qui n'y ait pas en France et qu'ils puissent juste être ensemble sans qu'il y ait une trottinette qui débarque ou qu'il y ait un skate qui traverse. Même s'il y a des skateurs qui sont déjà venus sur le skatepark, c'est pas le problème, mais au moins on sait que c'est une session BMX, donc les gens vont se respecter plus que sur un skatepark public où très vite la tension peut monter, très vite tout le monde peut se prendre la tête. Ouais, ça arrive souvent. Ouais, ça arrive très souvent que... Moi j'ai déjà vu des trottinettes volées, des BMX... Ils ont le sang chaud. Ouais, mais tu sais, quand t'as une ligne dans la tête et que c'est la 4ème, 5ème, 6ème fois qu'il y a un gamin qui passe devant en trotte, généralement, gamin ou pas, tu prends sa trottinette, tu la balances. Le gamin avec. Souvent, il y a non, pas le gamin. Mais souvent, il y a le père qui débarque et qui dit qu'est-ce que vous faites? On dit bah alors du coup là, faut s'expliquer, mais souvent t'as vraiment la pression qui monte, surtout que t'as des lignes, tu es resté qu'une fois. Si en plus, quand t'as rien d'y arriver, t'as un gamin qui te coupe, ça te fait monter la pression.
J'imagine. C'est vrai que tu as raison, c'est aussi une vitrine et c'est aussi, comme je dis, j'invite beaucoup de riders à venir rouler, quoi. Ouais. En général, quand j'ai un beau mail, hein, parce que si c'est le mec qui m'envoie je peux venir rouler, je réponds pas, parce que sinon j'ai pas fini de répondre à je peux venir rouler. Mais quelqu'un qui s'intéresse un peu au projet, qui dit ouais j'aimerais bien venir rouler ton skatepark et tout, je trouve ça cool ce que c'est pour le BMX, tout ça. Alors c'est pas en côté je t'en fais toutes des caisses, mais c'est le côté je m'intéresse quand même à ce qu'il y a derrière, quoi. C'est pas juste je viens rouler le skatepark pour le rouler. Ouais, d'accord. Ouais, ça te fait en même temps une bonne pub pour la marque. Tout à fait. C'est cool. Mais c'est le but numéro 1 de la marque, c'est d'aider le BMX à se développer. Donc en faisant ça, tu peux avoir des teams qui peuvent venir s'entraîner et du coup, mine de rien, tu te dis, il y a des riders qui sont venus, qui n'ont jamais passé de figure chez eux, même s'ils ont le même skatepark à peu près, ils viennent ici et comme c'est des courbes différentes, bah ça les entraîne, ils sont motivés, ils se disent bon, j'ai pas fait 600 km de route pour rien faire, et ils se motivent. Donc cool, tu te ça. dis finalement, t'as un peu aidé au BMX, même si c'est une personne, t'as fait quelque chose. Mais c'est pas qu'une personne, donc c'est encore mieux. Parce que toi, t'as vraiment comme projet de développer le BMX en France. Ouais, j'aimerais bien mettre des skateparks partout en France. Tu trouves qu'il y en a pas assez? Je trouve qu'il y en a, mais Qui sont mal gérés? ouais, c'est très mal géré, c'est très mal fait. Ils vont faire un skatepark qui réunit tout le monde en même temps. Malheureusement, quand t'as 20 ans et que tu veux prendre un truc et que t'as un gamin entre trottinette, encore une fois, où t'as des mecs qui veulent débuter, mais qui te coupent tes lignes, enfin c'est... Les vrais skateparks que j'ai aux États-Unis, c'est plusieurs sections. T'as débutant, moyen. Bah là, celui que j'ai montré, c'est vraiment un gros truc, mais même tous les skateparks qu'on a fait, tu sens qu'il y a des zones, quoi. Tu sens que sur le skatepark, il y avait peut-être 20 personnes qui roulent en même temps. Tous les skateparks que j'ai pu voir en France, alors pas tous, encore une fois, ça commence à mieux se développer, mais tous ceux que j'ai vus, c'est 2-3 qui roulent en même temps. Donc quand t'as un truc qui coûte 200 000 € pour 3 personnes, ouais, c'est pas top. c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok, du coup, troisième question. En septembre 2017, tu as lancé ta marque de vêtements Unicorn, qui a l'air de bien marcher. Quelles sont tes ambitions vis-à-vis de cette marque et quelle logistique comptes-tu instaurer face à la demande de plus en plus forte? Alors déjà, le but de la marque, c'est d'être vraiment riche et vraiment pour... et d'acheter tous les skateparks du monde. Non, le but de la marque, c'est de développer le BMX, donc que ce soit, par exemple, s'il y a un contest, et ils ont besoin de sous pour soit financer le skatepark, ce qui s'est passé cette année. J'ai pu en financer 3-4, mais encore une fois, c'est compliqué avec YouTube de dire tiens, je vais aider tous les contests de France. Donc tu sponsorises des centres d'événements de BMX, des choses comme les ça. Contests, pour expliquer rapidement, c'est dans les skateparks, il y a, déjà en plus c'est l'été, donc tous les week-ends il y a forcément un contest en France. Et en gros, c'est juste une compétition entre tous les riders. Un peu, c'est amical encore une fois, c'est plus fun qu'autre chose. Et le gagnant, du coup, il a du cash prize, donc ça peut être 1000 €, ça peut être 500, ça peut être 2000. Et il y a aussi du coup toute une logistique autour, donc la sécurité, il faut les barrières, il y a du budget à chaque fois. Et du coup, le but d'Unicorn, c'est à chaque fois d'aider tous ces projets. Et le dernier en date que j'ai aidé, c'est à Fréjus, du coup. Du coup, j'ai donné 1500 €, ce qui est quand même une bonne somme pour une marque qui vient de se lancer, qui a moins d'1 an. Et en fait, ça leur a permis de recréer tout un skatepark, puisqu'en gros, il y avait plein de modules qui étaient cassés, et il manquait des modules, et du coup, avec 1500 €, ils ont pu acheter le bois nécessaire pour rénover. On a rénové le skatepark. Et encore une fois, ce que j'aime bien dans ce milieu, c'est qu'il y a eu beaucoup de récompenses de leur part, c'est qu'ils ont repeint tout le skatepark en noir, et ils ont laissé le logo Unicorn en gros, mais qui fait peut-être 3 mètres de haut sur 10 mètres de long. Ah ouais. Donc quand tu arrives dans le skatepark, il y a vraiment écrit Unicorn, et c'est tout le skatepark. Comme si c'était le skatepark d'Unicorn. C'est exactement ça. Et donc du coup, tu vois, c'est un milieu que j'aime bien parce qu'il y a quand même vachement d'entraide, quoi. C'est pas juste tiens, tiens, vas-y, on prend l'argent, on se casse, quoi. Ouais, j'imagine que les gens dans ce milieu veulent tout comme toi développer le Oui, BMX, bien sûr. En fait, c'est notre vision des choses, quoi. Donc, du coup, ça c'est les premières choses qu'on essaye de faire. Ensuite, on essaye de faire des skateparks en France. Malheureusement, c'est pas toujours bien amené. Il y a pas longtemps, j'étais en contact avec quelqu'un qui m'avait demandé une certaine somme. Je lui ai dit, je te donne le triple. Mais tu m'écris Unicorn partout. C'est un skatepark Unicorn parce que j'ai quand même démontré qu'on est là pour aider. J'ai pas envie non plus de... Enfin, je veux dire, donner de l'argent et juste qu'il n'y ait pas écrit mon nom, je trouve ça un peu... je trouve pas ça clair, en fait. On a l'impression que... c'est le principe du sponsoring après. On a l'impression qu'Unicorn sert à rien. Et c'est pas le cas. Donc du coup, il a dit non. Ah ouais. J'ai dit dommage pour toi. Tu lui ai donné le triple, mais il a dit non parce qu'il fallait mettre Unicorn. Ouais, c'est ça. Il voulait pas qu'il y ait écrit Unicorn. C'était pas un bail. C'était pas un mentalité BMX. C'est bizarre. C'était pas un BMX, donc c'était un autre sport, mais c'était pas trottinette, c'était pas skate. Voilà, je voulais savoir ce qui reste. Mais donc du coup, c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir financer des skateparks. Pas forcément que financer. Le but aussi, c'est comme on a une chaîne de vidéos, on peut très bien faire une vidéo dans un skatepark, plutôt que ce soit moi qui la fasse. C'est la team qui fait une vidéo plus propre.
vraiment typé BMX, et du coup ça fait de la promo directement pour le skatepark. Donc quand tu parles de Ten Team, pour ceux qui connaissent pas, c'est des gens qui font du BMX, tout comme toi. Comme toutes les marques de sport en France, par exemple Red Bull ont une team de riders, Vans ont une team de skaters, ont une team de BMX, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais les skis Salomon, je pense qu'ils ont une... Peut-être qu'ils ont arrêté le ski, je sais pas, mais en tout cas toutes les marques ont une team, et je trouvais ça important pour moi, pour l'identité, que ça soit pas juste une marque de youtubeur. En fait, j'essaie de plus en plus de dissocier YouTube et la marque, même si c'est encore le début, donc c'est pas aussi facile, mais le but c'était vraiment de montrer que c'est pas juste des t-shirts qui rapportent de l'argent et l'argent va pour moi. Le but c'est que, bon, l'argent va aussi un peu pour moi, mais le but c'est quand même que ça paye des skateparks, ça finance des contests, des projets. J'aime bien aussi ce que fait Red Bull, tu sais, quand ils font des vidéos, genre sur le BMX, mais ça n'a rien à voir. La dernière qu'ils ont fait, c'est un skatepark en miroir en fait. Et ça doit coûter peut-être 200 000, 300 000 euros pour une vidéo, mais je trouve ça tellement... Alors ça sera pas mes budgets au début, mais je trouve ça tellement beau en fait de montrer qu'on peut montrer un côté artistique du BMX, et bah au final ça revient un peu à la vidéo en Californie, qui est sortie il y a pas longtemps, c'est que c'est pas du BMX où j'apprends aux gens, c'est juste tu regardes et t'apprécies ce qui se passe, quoi. Tu vois, donc ça aussi j'aimerais bien le montrer, et puis après je pense que c'est déjà pas mal pour une marque. Et après, pourquoi pas faire des écoles de BMX pour que les gens apprennent. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Mais le but à chaque fois, c'est que ça soit relié au BMX et que ça apporte quelque chose, quoi. Mais bien sûr, tes vêtements sont destinés à n'importe qui. Ah oui, bien sûr. J'ai eu au début beaucoup de gens, mais moi je fais pas de vélo, comment je fais? Et au début, j'étais en mode, je rigolais, je dis, ah bah tu peux pas le mettre. Mais... du coup, le mec l'achetait pas. Alors je dis, non, mais si, tu peux le mettre. Non, oui, bien sûr, c'est des vêtements pour tout le monde. Et du coup, tu avais une suite à ta question, et encore une fois, je me rappelle plus. C'est que tu comment développer. Ouais, la logistique au niveau de la demande, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de demandes, tu disais ça dans tes vidéos. Non seulement il y a de plus en plus de demandes, mais du coup, en fait... Que les stocks sont épuisés. Sur ton site de vente, à chaque fois, tout est épuisé. Et puis en fait, on s'est professionnalisé très très vite, et ça va trop vite pour nous. Et j'ai appris par exemple qu'une collection, tu l'as fait 1 an à l'avance. Ah ouais. Et du coup, en fait, le temps, là on va passer en confection, ça veut dire qu'en fait, t'envoies ton patron qui est dessiné, donc le mec reçoit ça, il fait ok, donc la manche fait tant de centimètres, donc il faut qu'il imprime fois le nom que t'as demandé de t-shirt, il te les envoie, il dit c'est ça qu'il vous faut, donc toi tu regardes, en général c'est pas ça du premier coup, donc tu renvoies, et ça déjà t'as 1 mois. Donc tu vois, en fait, t'as le graphiste aussi, le temps que toi tu valides, ça va. Enfin tu vois, c'est beaucoup de trucs à faire, et le problème c'est qu'au début on n'était que 2, maintenant on est 4, et en fait il faudrait qu'on soit 10. Parce que même par exemple, juste pour tout ce qui est contest, il faudrait quelqu'un qui gère ça. Tout ce qui est vidéo, il faudrait quelqu'un qui gère ça. Tout ce qui est restock, en mode tiens, il manque ça comme pull, il faudrait que quelqu'un gère ça. Là, on a eu une grosse réunion avec quelqu'un qui nous a un peu engueulé et coaché en même temps, qui nous a dit ça va pas, ça va. Et moi, je vais vous aider là-dessus. Et donc, du coup, qui a un peu encore plus professionnalisé la chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. En gros, on était un peu... Enfin, moi j'ai commencé en mode, tiens, je vais mettre un logo que j'ai créé sur un sweat, un t-shirt, et puis on verra comment ça se passe. Et puis en fait, très vite, j'ai vu que tout le monde demandait plein de trucs, et on a comment... Enfin, ça a pris tellement d'ampleur que tu peux plus te permettre de gérer à 2 ou 4. Ouais, c'est ça. Puis même moi, j'ai même plus le temps parce que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'aident, mais je pensais pas que ça allait être aussi bien amené en fait. Je pensais que très vite on allait me dire oui, enfin t'es un youtubeur qui fait sa marque, quoi. Tu fais un peu un truc à l'arrache et... Oui, parce qu'après il y a plein de youtubeurs qui ont lancé des vêtements avec leur tête dessus ou leur phrase qui au final est juste une boutique et... Oui, c'est souvent en plus sur un site d'ailleurs qui leur appartient pas, ou c'est genre Spreadshirt. C'est ça, voilà. Ou même, enfin... Je veux dire, toi vraiment, t'as vraiment envie de différencier de YouTube à ce niveau-là. C'est vraiment par de zéro en fait, tu vois, donc il faut contacter un SAV, il faut créer une équipe logistique, il faut trouver des usines pour imprimer, enfin c'est pas genre juste sur Spreadshirt tu mets ton logo. En plus Spreadshirt, alors ce qui est assez ouf, c'est que, enfin je pense que les gens le savent, mais en gros quand tu commandes, t'as rien à apporter, c'est Spreadshirt qui te paye à la fin du mois. Tu vois ce que je veux dire? Et tu prends une com en fait, c'est eux ils te font un t-shirt qui te coûte 15 €. Et enfin, eux ça leur coûte 15 € et toi tu choisis le prix que tu mets dessus. Tu peux te faire soit 1 €, soit 30 € par t-shirt, tu t'en fous un peu, après c'est à toi de voir. Ouais, tu te fais de la marge que tu veux. C'est ça. Mais du coup, alors nous du coup on a une marge plus petite parce qu'on prend directement les t-shirts à l'usine. Mais le problème c'est que derrière il faut payer le SAV, il faut payer ça. Le SAV ça rajoute des problèmes. Enfin tu vois, c'est plein de petits trucs où au début on était cool quand il y avait peut-être 300 t-shirts qui se vendaient. Là, alors, il y a très longtemps, la commande c'était 4000. 4000 par mois C'était 4000 en une soirée. En une soirée? Ouais, en fait, le site a été hors stock le soir. Et
Ben, en fait, on était en réunion, on s'est regardé, on s'est dit, mais comment on va faire? On comprenait, en fait, et puis alors les gens, toutes les semaines, ah ça revient quand, ça revient quand? Et nous on appelait l'usine et ils ont dit, mais 4000 ça nous a pris 2 mois à imprimer, on peut pas les faire là maintenant, ça va reprendre 3 mois et tout. Ah ouais. Donc du coup on a dû changer les équipes, tu vois, donc là ça veut dire qu'il faut que je trouve une nouvelle usine. En fait tout va trop vite, mais c'est Ça se trop... développe Ouais. hyper rapidement, et t'arrives pas à suivre. Et puis comme je dis en fait, Unicorn c'est genre un chemin. Et j'aime bien aussi, par exemple, faire un petit dérivé, tu vois, faire une veste un peu spéciale, faire un projet, on va dire, je sais pas, de skate ou un projet de chaussures. Tu vois, genre juste un one shot. Et en fait, tous les one shots, bah du coup, tu perds du temps sur ta trame principale. Donc il faut que tu aies des gens en plus qui fassent les one shots. Enfin, c'est... Ouais. Tu vois, on me dit, vas-y, fais des caleçons. Mais du coup, on s'est dit, bah les caleçons, on les rajoute. Mais en fait, ça veut dire que si tu les rajoutes dans ton chemin, bah tu perds du temps. Parce que c'est une autre technique, les caleçons. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver une usine qui fasse des caleçons. Enfin, tu vois, que chaque fois, C'est c'est un peu des... les quêtes secondaires qui font perdre la quête principale de C'est vue. c'est exactement ça. En fait, c'est un jeu vidéo Unicorn et la quête principale, elle avance pas trop parce que justement, il y a trop de quêtes secondaires. Mais d'un seul coup, vous allez voir, il y a toutes les quêtes qui vont arriver d'un coup. Ouais, là en ce moment, du coup, vous vous préparez plus en amont. On a fait un peu une... On va dire que ça se voit pas. Un parce qu'on- brainstorming. Ouais, mais en fait, on a fait un peu une pause, mais ça se voit pas. On a voulu continuer à faire ce qu'on faisait. On s'est dit, bon, ça marche. On va le faire bien, avec moins de quantité, on va voir. Puis si c'est hors stock, c'est hors stock. Et puis à côté, on va commencer à préparer du lourd. Donc là, ça arrive, mais ça met du temps, quoi. D'accord. Du coup, tu veux prendre une usine plus grande, j'imagine, qui a plus de capacité, qui est plus en mesure de répondre à la demande aux Ouais, 4000 par exemple. Qui peut, par soir, si un jour je l'appelle et je lui dis il me faut 20 000 pendant 2 semaines, ils me disent pas de soucis. D'accord. Ce qui est rare en France, mais ça existe. Ah, Après, tu les fais imprimer en France, du coup Alors, Enfin, c'est pas imprimé parce qu'en fait, tu veux, en France. pour l'instant, j'achète un suite qui est déjà fait Mhm. et en fait, je floque directement le suite. Ah, d'accord. Donc, Et du il vient coup- d'où le suite, par Alors, exemple le truc, c'est que ça vient soit du Portugal, soit de Turquie, soit je crois que c'est du Bangladesh. Je suis pas sûr. D'accord. Mais encore une fois, les usines sont vérifiées, donc je sais que c'est très compliqué, je trouve, cette phrase, parce que même si les usines sont vérifiées, tu sais jamais ce qui se passe vraiment. Même si t'envoies quelqu'un, tu sais pas ce qui se passe. T'es en mesure, toi, par exemple, d'envoyer à quelqu'un par... Pas encore. Non. Pour l'instant, je peux pas, mais je sais qu'à la seconde où je fais de la confection, bah en général, pour l'instant, je travaille toujours avec une société qui fera la confection pour moi. J'irai jamais directement à l'usine, tu vois. Ça passe par Ouais. quelqu'un qui gère ça. La personne qui gère ça est normalement en droit de me montrer les preuves que c'est pas genre des enfants qui font les trucs. Ou que c'est pas du travail clandestin. Ouais. Le problème, c'est que tu peux avoir la même chose en France en fait. Je suis tombé sur des reportages où t'as des gamins, genre j'avais vu ça, mais j'étais impressionné, de 10 ans, c'était à Lille, qui travaillaient, il y avait une usine de vêtements, et en dessous il y avait une autre usine, et ils travaillaient dans le sous-sol. Ah ouais. J'ai tombé là-dessus, mais je me suis dit, mais. En France, quoi. Ouais, je me suis dit, mais en fait, on peut rien faire. Enfin, on peut pas contrôler quoi. Au bout d'un moment, on n'est plus en mesure, quoi qu'on veuille faire. On essaye encore une fois, mais tu vois, au bout d'un moment, t'es arrivé à un truc où. Et après, donc, du coup, les logos et tout, tu les fais imprimer en France, par Oui, contre. c'est ça, ouais, c'est floqué en France, ça c'est dans l'usine, et d'ailleurs, là, ça je suis allé la visiter. C'est assez impressionnant, surtout quand tu vois tes t-shirts qui sont là, qui passent, puis t'as le tampon et tout. Tu vois Ouais. ça, tu dis, putain. Tu sais, tu sens que t'as pas juste fait un spreadshirt ou. Parce que, encore une fois, attention, je reproche pas ça aux gens, hein, qu'on pense pas que. C'est sûr que c'est plus facile, c'est plus simple, mais moi je vais vraiment me lancer dans l'aventure vraiment dès le début. C'était un peu le renouveau, tu vois, de créer d'un nouveau challenge dans ma vie, de se dire, tiens, je vais essayer ça. Ok. Et ça marche bien. Ok, du coup, 4ème question. Pourquoi avoir choisi comme décor l'intérieur d'un vaisseau spatial pour ton nouveau studio, en sachant que c'est un décor bien spécifique qui risque de ne pas coller avec bon nombre de tes futures vidéos? Bah, je crois que t'as mis le point sur un problème. Bon, on va tout changer, du coup. À la vraie, bah, comme tu peux le voir, j'ai déjà commencé à ajouter des trucs, mais Ouais. à la base, je voulais un studio. En fait, on regardait un peu les studios avec Maxime, et puis je suis tombé sur des trucs de l'espace, et je trouvais ça vraiment trop cool. Et je trouvais que ça rendait bien, en fait. Je trouvais que ça faisait vraiment un peu futuriste. Et je suis parti un peu du délire de me dire que tout le monde disait que j'étais un peu perché dans mon monde. Donc je me suis dit, la meilleure façon d'être dans son monde, c'est soit d'être sur une autre planète, soit d'être dans un vaisseau qui peut aller sur d'autres planètes. Tu vois, la liaison était un peu comme ça. Et puis je partais un peu aussi du principe que quand je faisais une blague sur les féministes ou un truc comme ça, comme j'étais dans l'espace, et bah c'est comme si j'étais en mode je suis perdu et tout ce que je dis c'est pas grave, je parle tout Ouais. seul, tu vois. Je vois. Sauf que bah en fait ça marche pas du tout parce que c'est sur YouTube. Donc, si je dis genre un truc raciste ou j'en sais rien, ça sera sur YouTube. Les gens qui arrivent pas à voient pas le Les délire de se dire- terriens t'entendront voilà, quand même. c'est ça. Donc ça marche moins. Mais après, encore une fois, c'est un changement. Et puis je trouve que ça fait du bien aussi, tu vois, ça fait un peu du renouveau. Et puis dire que ça colle pas avec tout. Je pense que justement, l'avantage de la Redbox, c'est que tu peux faire un peu la
Alors là, les studios, ça met encore un peu de temps, mais quand tout sera vraiment là, tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Si par exemple j'ai envie de faire un truc sur le jeu vidéo, bah, je peux aller dans le studio de Mastu et puis me faire un setup jeu vidéo. Ouais, vous pouvez permuter au niveau ouais, du studio. Et puis il faut pas voir ça comme un décor de cinéma. Au final, c'est ce qu'on avait un peu vu au début, puis très vite, en fait, on a vu qu'on s'était trompé. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, mais je vois plus maintenant ça comme un décor. C'est pour ça que je rajoute des trucs un peu personnels. Mais comme je dis, si un jour je veux faire une LAN, enfin une fausse LAN, et je mets un bureau là, un bureau là, un bureau là, tu vois, il y a les 3 bureaux, il y a mon bureau, t'as le plan avec les mecs derrière. Ça peut rendre aussi en mode c'est un décor, quoi. C'est pas. Ouais. Je pense que très vite les gens associent ça à un studio et non un décor. Et c'est vrai que le côté un peu impersonnel était peut-être mal amené au début. On l'a pas mal amené. C'est pour ça qu'on a tous un peu rattrapé notre décor. Et moi j'ai mis un peu de temps à le refaire. Donc là ça commence à venir. J'ai plus d'éclairage, j'ai plus de petits détails. Tu vois, genre j'ai rajouté un crâne ici, je sais pas si on le voit. Ouais. J'ai remis mon mannequin de moi tout nu. Ton suite unicorne aussi. Avec ce unicorne dessus. Et il y avait une table aussi au milieu. ouais, il y avait une table et je l'ai enlevée parce que ça faisait enfermer. En fait, c'était un peu des tests. Et ce qui a été dur, je pense, pour les gens, c'est pour ça que les commentaires ont été un peu rudes au début, c'est que ils se disent putain, t'as 2 millions et t'arrives encore à faire une erreur comme ça. Mais dans ma tête, je dis bah une non. Erreur, tu parles de quelle erreur? Bah de m'être enfermé d'avoir fait un bureau dans un coin où j'étais assis et vraiment je ne pouvais plus bouger. Et moi dans ma tête c'était vraiment en mode vaisseau spatial et je te contrôle. Mais le plan était pas fait pour ça, quoi. Et en fait ça rendait pas comme je voulais. tu l'imaginais. Ouais, et je pense que ce que je devrais faire, ce serait juste de racheter un siège et puis tu vois, je me mets un siège gaming et en fait il faudrait juste que en fait dans un décor de vaisseau spatial, il faut que je mette mon ancien décor. C'est pour ça que j'ai rajouté des éléments. Comme tu as vu tout à l'heure, j'ai parlé avec Luc qui s'occupe de la décoration. Et je lui ai dit voilà, moi tout ce qui est boutons, tout ça, je trouve que ça sert à rien, on les voit pas. Faudrait les mettre en haut, comme ça remplirait un peu. Et puis en bas, moi je vais mettre des meubles à ma façon et je vais décorer à ma façon. Ah oui, d'accord. Donc c'est un décor évolutif. C'est en perpétuelle évolution. Ouais, et puis je veux dire, ça a coûté quand même vraiment cher, donc je vais pas commencer à dire bon bah voilà, ça plaît pas aux gens, j'enlève tout. Mais même sans parler du prix, est-ce que tu regrettes un petit peu en soi d'avoir choisi cette configuration de décor ou en soi Non, après c'est toujours la même phrase que je dis, il n'y a pas de regret, y a pas de regret là-dessus, tu vois, c'est quand même mieux d'avoir un truc plus pro et tout au niveau des lumières. Déjà l'éclairage j'ai mis dans les vidéos. Ce que j'aime beaucoup et qu'on n'utilise pas assez, c'est le côté futuriste, téléportation dans l'espace, on peut vraiment s'amuser à faire plein de trucs. L'écran aussi qui a été rajouté, bon là il est pas allumé mais d'habitude je mets juste un fond vert sur l'écran pour que ça soit un vert bien pétant. Et tu peux mettre ce que tu veux en vidéo et du coup les monteurs peuvent s'amuser. Je trouve que c'est encore de l'humour à pouvoir rajouter sur une vidéo. Il y a plein de trucs à faire. Il y a le Fantaxu qui était passé, donc moi j'étais pas là. Mais Maxime m'a dit que de tous les studios ils avaient préféré celui-là parce que pour le cinéma, mais tu peux faire tellement de trucs ici. Tu peux faire genre là il y a une barre, tu vois. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'était accroché sur la barre en mode le vaisseau s'est retourné. Moi j'aurais jamais pensé à des trucs comme ça, donc je pense que faut pas oublier que aussi la Redbox c'est pour un peu tous nos potes youtubeurs, et donc si quelqu'un un jour a une idée de court-métrage, bah, il peut venir le faire ici, quoi. Il n'est pas obligé d'aller de louer un truc ou de monter soi-même son truc, quoi. Ouais, c'est un peu comme au YouTube Space Paris où ils ont des sortes de mois à thème avec un studio bien spécifique disponible à tout le monde. C'est un peu ça. Toi, tu serais dans cette optique-là, du coup. Ouais. Mais ouais, encore une fois, c'est juste que j'ai encore un peu de temps avant de l'apprivoiser, on va dire. Et je l'ai eu, enfin, je suis arrivé dans ce studio il y a 3 mois. Et il y a 2 mois, j'étais presque jamais à Angers, quoi. J'ai fait le Japon, j'ai fait la Californie, je suis revenu ici, après j'étais à Montpellier. Enfin, là, je viens d'arriver cette semaine. Il y a une semaine que je suis revenu, on va dire, bien en forme pour tourner les vidéos. Et je crois justement, la semaine dernière, j'ai pété un câble le soir, j'étais sur Amazon. Et tout ce que je voyais, je trouvais marrant, j'ai acheté en fait. Du coup, tu vois, j'ai acheté une combinaison, je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai acheté un crâne, il n'y a aucun sens en fait. Mais je trouvais que c'est ce qui manquait en fait dans mon studio, c'est qu'il y a vraiment un bordel en fait. D'accord. Si c'est trop propre, ça me correspond pas. C'est vrai qu'en fait, c'est peut-être ça qui a un peu choqué les gens. C'est le côté très propre. C'était trop pro. Ouais, trop pro. Pas forcément pro, mais propre surtout. Tu vois, c'est vraiment genre les trucs gris. Tout était bien, quoi. Tout était nickel. Ouais, c'est. Donc pour une parodie, ouais, c'est ça. Pour une parodie, c'est marrant. Pour une fiction, c'est marrant. Mais quand c'est tous les jours, c'est pas marrant. Enfin, c'est pas, ça accroche pas avec le personnage. Donc c'est pour ça que je vais très vite refaire un peu le décor. Mais je suis quand même content d'avoir plus de place et d'avoir toutes ces lumières pro. Enfin, tu vois, au final, rien que ça, c'est vraiment utile. T'arrives et t'as juste appuyé sur un bouton, t'as tout qui s'allume parfait. Alors que mon ancien studio, à chaque fois, les lampes, fallait que je les rallume, que je mette les bonnes couleurs.
enfin le GH1 qui faisait n'importe quoi. Oui, justement, là, je te parlais de la vidéo où tu présentes ton chien, où c'était assez Oui, c'était sombre, tellement et du sombre coup, que le chien on le voyait pas. vu que ton chien est noir, on le voyait plus du tout. On le voyait même pas C'est le ça, chien. on voyait même pas le chien alors que... Et là tu vois j'ai encore un petit problème d'ombrage mais ça, bon, ça rend quand même bien, j'ai quand même moins de négatifs dans les commentaires. Mais après j'ai quand même été content parce que la communauté m'a pas directement descendu en mode c'est de la merde, ils m'ont dit c'est de la merde parce que... Ouais, et du coup ça j'ai... a été constructif. Voilà c'est ça, et puis j'ai pas été con, j'ai aussi demandé qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois rajouter. Je pense encore une fois, et ce qui était dur à exprimer, c'est que nos studios qu'on a avec Maxime, parce que Maxime aussi a eu ce problème au début, mais lui ça a très vite changé parce qu'il a su réagir plus vite, mais nos studios ont pris on va dire de la valeur en 2 ans, et il y a eu plein de petits trucs rajoutés. Le mannequin à poil c'était pour une vidéo, il y a un BMX que j'ai rajouté parce que j'ai commencé à plus faire de BMX sur ma chaîne, il y a eu un jeu qui a bien marché, du coup j'ai mis un truc par rapport au jeu, et en fait tout ça c'est des clins d'œil à des vidéos voilà, c'est ça, et c'est que des clins d'œil qui marchent bien ou qui reviennent souvent sur c'est la ça chaîne, en fait. ouais. Genre je sais pas si demain j'ai une vidéo en moto, bah, qui te dit que la moto sera pas garée ici quoi. Bon, Maxime va gueuler mais ça va être marrant. Il va faire une vidéo avec un tank, il va mettre... Non mais tu vois, c'est ça en fait, tu fais des vidéos et des trucs et c'est un peu... je sais pas dans quoi est-ce que... Bah il y a Jean du Grenier qui fait ça dans ses papy grenier. Tu sais sur l'étagère, il a mis chaque rappel d'une vidéo qu'il a faite, il a mis une Pokéball, il a mis un truc de Final Fantasy. Ça c'est le délire que j'aimerais faire. D'accord. Et au niveau des studios, c'est Maxime qui a tout financé ou toi t'as financé ton propre studio? Moi j'ai financé mon propre studio. Ton propre studio? Ouais. Parce que je sais que Maxime il était parti dans l'optique de financer plus ou moins tout le bâtiment et de louer ensuite le studio à chacun, c'est ça? Mais toi t'as financé ton propre studio? Moi j'ai financé mon studio. Et par contre je paye quand même un loyer pour du coup là où je mets mon studio, là où je mets mon skatepark et puis les gens d'Unicorn qui travaillent à Redbox. Ah tu payes quand même un loyer à Maxime du coup? Ouais, okay, parce que du coup c'est lui qui a pris les risques et c'est lui qui gère le projet donc... D'accord. Okay. Mais après c'est des arrangements qu'on a entre nous. Oui, tu disais aussi, là, tu me disais que ta team Unicorn, là, par exemple, utilise les locaux de la Redbox pour l'instant. Pour l'instant, et on a un bureau maintenant parce qu'on était commencé à être trop, et on était dans l'open space YouTube. Donc du coup, ça parlait YouTube et ça parlait Unicorn, et ça allait pas en fait. C'est le monteur qui est en train de travailler sur YouTube. Si à côté ça parle de YouTube et qu'il va dans la conversation, c'est pas si grave parce que ça fait quand même travailler et réfléchir. Si à côté on lui parle de t-shirt tel quel motif, mais il va décrocher de ce qu'il fait pour s'intéresser à Unicorn. Et Unicorn c'est pareil, ils sont en train de travailler sur des motifs ou genre sur un projet, et d'un seul coup on dit t'as vu la dernière vidéo de Vodka ou t'as vu la vidéo de Maxime, t'en penses quoi? Ils vont décrocher, et du coup je leur ai dit alors non, vous ne pouvez pas faire ça. Et du coup là j'ai pris... Contre-productif. Ouais c'est ça, c'est ça. Et du coup maintenant ils ont un bureau avant de savoir si on prend des locaux ou pas. D'accord. Mais ça c'est encore un autre projet. Ouais, dans le développement de ta marque, voilà, comme tu en parlais juste avant. Ok, du coup, 5e question. Sous ta récente vidéo « Mon premier date avec une meuf », j'ai pu lire pas mal de commentaires se plaignant que la vidéo était bâclée, et j'ai également pu voir quelques tweets disant que tes dernières vidéos étaient, je cite, « tournées à l'arrache ». Comment expliques-tu cela? Bah, il n'y a pas d'explication, c'est que c'est vrai. Le mec ne cache pas. Ah non, mais je vais être franc, et je l'ai redit, et là, du coup, j'ai rechangé, j'ai reparlé avec mes monteurs, et je leur ai dit, mais en fait, j'ai eu une période où Unicorn a pris plus de temps que YouTube. Et comme je voulais vraiment faire les choses bien pour le lancement et bien aider mon équipe et pas juste dire voilà je veux ça, démerdez-vous, je voulais vraiment les accompagner jusqu'au bout, bah du coup j'ai dû faire le voyage à Tokyo. Je suis pas en train de me plaindre que voyager c'est qu'on soit bien d'accord, mais j'ai voyagé à Tokyo, je suis revenu, j'ai eu 1 semaine avec le jet lag, au final j'ai eu que 2-3 jours, et je suis reparti juste après en Californie, et en fait entre temps j'ai rien eu le temps de tourner. Au Japon j'ai dû gérer beaucoup de trucs et c'était aussi un peu pas des vacances, mais j'étais avec ma famille et je voulais aussi en profiter un peu. Je voulais pas que ça soit... D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux gars. Je voulais pas qu'ils fassent que des vidéos. Je voulais vraiment qu'on soit entre potes et qu'on soit pas forcé de faire des choses. C'est pour ça que j'ai une vidéo où on me voit presque pas dedans. C'est ma vidéo, mais tout le monde dit, mais en fait, il est pas dans sa vidéo. Et en fait, j'ai eu aussi, en plus de ça, donc pas de temps. Et un stress, mais énorme, parce que j'ai dû gérer... du coup, j'ai dû gérer le trip au Japon, ce que j'avais jamais fait. Est-ce que tu es parti au Japon pour ta marque? Oui, je suis parti avec des youtubeurs pour prendre des photos, faire des vidéos, parler un peu de la marque. Donc il fallait gérer ça. Tu pouvais pas juste leur dire bon après une fois sur place faites ce que vous voulez. Il faut quand même gérer une équipe. Il y avait un photographe à gérer, il y avait un monteur. Après je suis revenu, du coup j'ai pas eu le temps plus que ça de faire une vidéo. Enfin du coup la vidéo tu te dis t'as une journée, donc niveau créativité t'as rien eu le temps de penser. C'est pour ça que du coup ça montre bien que YouTube c'est pas en une journée que tu fais une vidéo. Donc c'est cette journée-là où t'as tourné cette vidéo, mon premier date avec une meuf Non, celle-là je l'ai retournée en revenant de la Californie, mais j'étais fatigué, mais il fallait une vidéo parce que j'étais en retard. Et en fait j'avais trouvé le jeu super cool. Et en fait il était vraiment... il était juste pourri et j'ai quand même dit on met la vidéo et
Bah, Ouais, j'avais vu les gens se plaigner qu'il n'y avait pas d'intro ni d'outro. l'autre truc qu'il faut rajouter, c'est que j'avais un stress très très grand. Et tout le monde m'a dit arrête-toi en fait, parce que si tu continues, tu vas vraiment, mais ça va pas être. Enfin, psychologiquement, si tu continues, tu vas vraiment arrêter tout d'un coup, quoi. Ça, tout va te saouler. Tu vas faire une sorte de burn-out et là, C'est ça. du coup. Donc on m'a dit prends 2-3 jours, reste chez toi et fais rien. Ce que j'ai fait. Ce qui fait vraiment du bien en fait, vraiment de se couper de tout. J'étais quand même sur les réseaux sociaux, mais juste déjà je coupais un peu de YouTube et quand t'as quelqu'un qui t'envoie un message ou un mail, tu te dis bon, je réponds pas maintenant, je verrai plus tard. En fait, tu coupes tous tes mails, tu regardes même plus, tu regardes plus trop ton téléphone. Et du coup là je m'y suis remis, mais c'est vrai que oui, j'ai fait l'erreur de forcer le truc et ça se ressent en fait. Et ça prouve bien que YouTube c'est pas un truc que tu peux faire à l'arrache, quoi. Enfin je veux dire, ça se voit, quoi. Et justement, est-ce que tu trouves pas ça dommage le fait de se forcer à faire des vidéos pour faire des vidéos du coup? Parce que c'est plus ou moins ce que tu as fait. Tu voulais faire une vidéo parce que tu avais peur C'était pas forcé, c'était plus qu'elle était moins, on va dire, travaillée. Et le jeu me plaisait, et je pense que si je te la refais aujourd'hui, dans l'état où je fais, d'être mieux là, d'être moins stressé, elle serait plus cool. Ouais. Ou en tout cas, je la sortirais pas parce que je me dis, il n'y a pas assez de contenu. Mais là, en fait, il me fallait cette vidéo parce que du coup, j'ai eu un problème avec une autre qui n'a pas marché, que j'ai su rattraper. Mais ouais, c'est vrai que... Ah, mais c'est ça du coup. En fait, tu te dis dans ta tête, si il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas au moins une vidéo qui est sortie cette semaine, je vais me sentir mal ou quelque chose comme ça, en fait, c'est ça? Il y avait ce problème, et puis il y avait aussi un problème financier, parce que en fait, j'ai de plus en plus de frais avec YouTube. Ah oui, donc du coup, t'es plus ou moins coincé par les... Là, j'étais coincé sur ce moment-là. Ouais, un petit peu comme Maxime avec la Redbox, du coup, qui est obligé de faire des placements de produits assez régulièrement pour... Et du coup, en fait, je l'ai fait et c'est con, hein. Genre, en fait, je pense que d'ailleurs, je vais peut-être même la supprimer, je sais pas encore. Mais je me dis pas forcément la supprimer parce qu'il y a des gens à qui ça a plu, mais bon, c'est pas... Oui, au niveau du ratio... oui, ça va, mais c'est juste qu'il y a eu plus de réactions. Ouais, j'ai vu pas mal de top commentaires. Mais c'est vrai que j'ai eu ce problème et tout, de trop réfléchir par rapport à ce que les gens pensaient et tout, et puis du coup, après cette vidéo, j'ai encore plus réfléchi. Et c'est du coup ces fameux soirs où j'ai pété un câble et où j'ai acheté plein de trucs pour mon studio, plein de trucs pour des vidéos, où je me suis dit bon, maintenant faut que j'arrête et tout, j'ai plein de vidéos que j'ai envie de faire et je vais les faire, et j'arrête de réfléchir ou de faire un peu ce qui plaît, on va dire. Ok, du coup, 6ème question. Tu as une série de vidéos qui consiste à lire des questions ou des témoignages pour t'appuyer dessus et donner des conseils ou ton avis. Penses-tu que toute personne est légitime de donner des conseils sans distinction d'âge, de compétences ou d'expérience? Est-ce que tu parles des vidéos Je règle vos problèmes, ou est-ce que tu parles des vidéos sondage? Ou est-ce que tu parles des deux? Les deux. Enfin, pour moi, c'était plus ou moins une série... oui, c'est un peu le côté je suis proche de vous, mais sans être trop proche. C'est ce que j'essaie de dire. Alors, c'est compliqué comme question, parce que si je dis non, tout le monde n'est pas légitime, je vais m'en prendre plein la gueule. Mais si je dis oui, je mentirais. Donc je pense que quand t'as 16 ans et qu'on te dit t'es immature, c'est que t'es immature. On est d'accord? Bah... Tu veux pas de problème, toi, hein? Moi, je ne suis que l'intervieweur. Je comprends. Mais c'est ce que je dis. Après, j'ai des gens de 16 ans, des fois, qui m'envoient des messages. Je dis ouais, mais moi, j'ai vécu ça. Et j'ai envie de leur envoyer. Mais tu te rends compte que ton problème que t'as là, mais c'est rien par rapport à ce qui va t'arriver plus tard dans la vie. Enfin, plus tu grandis, plus tu as des responsabilités, plus c'est compliqué, plus tu as des problèmes, et justement plus tu apprends à y faire face. Mais je pense que tout le monde n'est pas forcément légitime à donner des conseils, et moi le premier, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le dis beaucoup dans mes vidéos, je donne mon avis, je donne pas des conseils. Quand quelqu'un me dit voilà, j'ai un problème, mon mec il part 2 semaines là, mais je suis amoureux d'un autre mec et tout, je dis bah écoute, moi ce que j'en pense. Et puis encore une fois, je veux pas que ça soit une conversation, je veux pas que ça soit tu sais, comme tu fais à la radio, où les mecs ils appellent un auditeur. Oui, je sais pas, genre ma copine, je crois qu'elle m'a trompé, ils en parlent et trouvent une solution à la fin. Moi je te donne une solution, je trouve pas de solution. Tu vois, est-ce que tu vois la nuance? Ouais. En gros, je dis aux gens, moi j'aurais fait comme ça, si tu veux fais-le, si tu veux pas le faire, fais-le pas. Mais là où en fait où je trouvais ça cool dans les vidéos, c'est que, et je pense que tu as pensé pareil, j'espère, mais en gros, je sais pas, par exemple, tu sors avec une fille et tu sais pas trop si c'est une fille bien. Tu vas en parler à tes parents. Si tes parents disent non, c'est pas une fille bien, de toute façon vous l'aimez pas. Si t'en parles à tes potes, tu vas dire de toute façon vous êtes jaloux. Mais si quelqu'un que tu connais pas, à qui tu dis voilà, j'ai une copine, mais il y a ça de bien et ça de pas bien, qu'est-ce que t'en penses? Quelqu'un que tu connais pas mais que t'apprécies, puisqu'au final un youtubeur t'es censé l'apprécier. S'il dit bah écoute, moi j'ai déjà vécu la situation où j'ai déjà un pote qui a eu ça s'est fini comme ça, et ça arrive souvent comme ça, tu l'écoutes plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que je suis plus légitime, enfin, je suis moins légitime qu'un pote ou que la famille, mais je serais plus écouté.
Ouais, t'auras plus d'impact. Ouais. Enfin, moi j'ai souvent, quand j'étais plus jeune, dès que j'avais des problèmes, j'allais pas en parler à mes amis, j'allais pas en parler à ma famille, j'allais en parler à des gens que je connaissais pas du tout, trouver sur des forums ou des trucs comme ça, ou des trucs de discussion, et avec eux en fait, bah, j'arrivais déjà à démêler le vrai du faux, et forcément si tu parles avec ton meilleur pote d'une fille que vous connaissez depuis 10 ans, Oui, il n'y aura pas le même recul. c'est ça, puis tu sais pas si ton pote, peut-être qu'il veut se la taper, alors il va te dire Ouais. ah non mec reste pas avec, tu vois, c'est que des trucs comme ça en fait. Non, mais c'est vrai, je vois. Et du coup je sais pas si c'est une question de légitimité, mais moi en tout cas j'ai toujours trouvé ça plus fort que ce soit quelqu'un que tu apprécies et que tu connais pas forcément, qui te donne des conseils plutôt que quelqu'un que tu connais bien et tu sais pas si ses conseils sont dans son intérêt ou pas. D'accord. Et ouais, donc du coup, justement, toi qui es youtubeur suivi par énormément de personnes, tes conseils sont d'autant plus écoutés, j'imagine. Est-ce que tu trouves peut-être pas ça dangereux d'un sens? Que les gens aient tendance en fait à boire tes paroles dans certains sens? Bah, ça peut être dangereux si ça dépend ce que je dis quoi. Ouais. Si demain je dis hey les gars, si devant un magasin de jeux vidéo vous aimez bien un jeu, n'hésitez pas à le voler. Ouais non, c'est pour ça que c'est devenu dur parce que j'essaye de plus en plus de trouver le bon truc à dire, tu vois. Genre là je prépare une vidéo sur le vraiment harcèlement. attention à chaque mot C'est ça. utilisé. Là je prépare une vidéo sur le harcèlement. J'arrête pas de la repousser parce que à chaque fois que je commence à l'écrire ou à y réfléchir, mais je me dis mais je m'embarque dans un truc. Mais quoi que je dise, ça n'ira jamais en fait. Ouais. Quoi que tu dises, ça partira toujours sur le mauvais. Je sais pas comment te dire, mais Oui, il y aura toujours une déformation des propos. voilà, c'est ça, tout est déformé et chacun voit comme. En fait, je reprends souvent ça avec. Comment ça s'appelle le film Men in Black, tu sais, où en fait, ça me fait penser souvent à ça, mais à un moment, il découvre les extraterrestres, Will Smith, et puis il lui dit pourquoi vous l'avez pas dit avant au monde entier? Il dit parce que quand c'est une personne, je peux l'expliquer à une personne, mais quand tu expliques ça à 5 milliards de personnes d'un coup, ça leur fait un choc et forcément ça crée des complots. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, je sais pas, tu parles du harcèlement à un mec qui passe son temps à se faire des meufs dans la rue. Donc lui, tu vas lui dire autrement, tu vas lui dire mec, tu sais que ça se fait pas, ça, enfin mets-toi à la place. Et si tu expliques de la même façon à un mec qui lui n'a jamais rien fait, il va se dire mais tu m'accuses de ça, moi je suis pas comme ça. Enfin, moi par exemple, c'est comme ça que j'ai ressenti la vidéo de Marion Seclin. Quand elle disait je me fais harceler 10 fois dans la rue, je fais mais n'importe quoi, c'est pas possible. Après, j'ai pu voir ça avec ma copine qui, elle, du coup, m'a déjà dit que ça lui arrivait 10 fois dans la rue qu'un mec, pas forcément l'agresse, mais pas la harcèle, mais en tout cas balance un petit truc et la domine en fait en mode ouais t'es bonne, t'es mignonne, t'as pas un 06, elle explique que non. Enfin, en fait, je trouve que Marion Seclin l'a mal amené parce qu'en gros elle a voulu montrer à des gens qui se sentaient pas concernés, elle a dit vous les hommes vous êtes comme ça, alors que on n'est pas tous comme ça quoi. Il y a juste 5% de gros branleurs et il y a encore 20%, mais ça j'en parlerai dans la vidéo, mais tu vois 20% de mecs qui harcèlent les meufs dans la rue sans s'en rendre compte. Tu vois, c'est un petit bonjour, c'est un petit. Mais. Bon, j'en parlerai plus tard parce que sinon je vais déjà me faire engueuler. Oui, donc toi, du coup, tu te sens plus ou moins légitime de donner des conseils vis-à-vis. Je trouve ça bizarre de dire je suis légitime. Je trouve que cette phrase horrible. Vu que t'avais une série où tu donnais plus ou moins des conseils, voilà, c'était. Je suis légitime parce que j'ai vécu des choses. Mais donc, tu te sens légitime à donner des conseils Ouais, c'est prétentieux, mais oui. Enfin, pas, je dirais pas les. Bah, plus que. Encore une fois, que la famille ou. Non, mais c'est pas une question de légitimité. C'est compliqué là. Là, t'essayes de me La question piège. Ouais, c'est une question piège. Je me sens pas légitime, mais je pense que c'est utile. Parce que mine de rien, on voit pas encore ça. Tu vois beaucoup de rageux, bon, tu vois genre une centaine de rageux, mais derrière, j'ai quand même 1000 commentaires positifs et je reçois aussi des mails ou des messages qui me disent, ouais, enfin, même beaucoup de gens qui viennent me voir, et ça c'est encore plus appréciable, qui viennent pas justement me dire, on prend une photo, qui viennent me dire, au fait, dans ta vidéo sur le, je sais pas, sur le sexe, je sais plus quoi, ça m'a vachement aidé parce que moi avec mon copain ça allait pas et c'est pas genre je m'assois et je parle 1 heure avec cette personne, c'est juste elle me dit je veux pas prendre ton temps, juste je te remercie pour ça parce que ça m'a un peu aidé et tout, tu vois. Donc là tu te sens utile. Ouais. Là tu te sens légitime. Très bien, donc 7ème question. Le 14 mars sur Twitter, tu as partagé une vidéo de David Lafarge en disant, je cite, « Pour un mec qui se vante à la télé de gagner 50 000 € par mois, ce serait pas mal d'investir dans un vrai setup pour des vidéos, un micro ou des lumières et une vraie caméra peut-être. Ainsi, pour toi, est-ce que la forme doit primer sur le fond ?» Alors, non. Mais, quand on fait passer tout le YouTube Game pour des gens extrêmement riches, parce qu'en fait, le problème c'est que la télé, on va dire, elle a trouvé le bon personnage à inviter, parce qu'elle savait très bien que ça allait se passer comme ça. Et David Lafarge a dit mot pour mot, voilà, je touche 50 000 € par mois.
un jeune de 16 ans qui voit ça à la télé, il se dit ah ouais, donc en fait tous les youtubeurs au-dessus de David Lafarge touchent forcément ce prix-là, puisqu'ils font à peu près les mêmes vues, ils ont le même nombre d'abonnés. Puisque les gens font des raccourcis très vite. Et je trouvais ça un peu dommage d'un seul coup de passer à la télé et de pouvoir plutôt, au lieu de dire, vous savez, YouTube c'est pas un métier facile. D'ailleurs, il a fait notre interview après, il s'est un peu rattrapé, avec Click TV, je crois, ou c'est ça, ouais. Ouais, Click. Je sais pas, j'ai Mais pas en regardé. gros, il fait passer le métier de youtubeur pour quelque chose de facile, où tu deviens riche très rapidement. Et ça faisait vraiment, on aurait dit, tu sais, une vidéo de pub d'arnaque, quoi. Hey, rejoins-moi, tu vas toucher jusqu'à 50 000 € par mois. En restant chez toi. Ouais, en restant chez toi. Et ça faisait un peu ça. Et comme tu vois, je te dis, et même si moi je suis à un grand niveau, je veux dire, des fois il y a des mois où je touche moins, et comme j'ai une équipe à payer, j'ai plein de gens à payer, et bah des fois c'est pas aussi facile. Même s'il y a une OP, ou s'il y a un mois sans OP, des fois je me dis, mais ce mois-ci je suis vraiment... Parfois tu vis au mois le mois. J'ai eu ça il y a pas longtemps avec les vidéos démonétisées, j'ai eu moins d'argent. Mais du coup, ouais, je trouvais ça un peu dommage de faire passer les youtubeurs pour des gens qui sont super riches sans rien faire. Parce que vraiment, si tu regardes l'interview et que tu vois le titre, et que tu vois ce que était écrit dans les magazines, là, il y a d'autres youtubeurs qui ont réagi là-dessus, qui disaient... Oui, Mamie Twink avait aussi oui, c'est dit ça. ça. Tu peux pas dire ça, quoi. Tu peux pas dire à la télé, on touche 50 000. Même s'il y a un mois, ce qui peut arriver, on peut avoir une grosse OP. Je sais pas, si dans un mois on fait 3 OP, qu'il y a un gros salaire sur YouTube, et qu'on a de l'argent, je sais pas, dans notre truc, on peut arriver sur l'entreprise à avoir 50 000. Mais il faut pas oublier que derrière, sur les 50 000, bah déjà t'enlèves ton salaire. Moi je me verse 2 000 tous les mois, donc ça m'enlève 3 500. Donc déjà t'as ça en moins. T'as la boîte de montage, t'as la boîte aussi de prod, parce qu'en général, quand t'as fait une vidéo qui t'a rapporté peut-être 20 000 €, elle t'a pas coûté rien. Elle t'a coûté peut-être 10 000 € de prod. Donc des fois tu peux avoir 50 000 € sur un mois, et finalement il t'en reste peut-être que 5 000 à la fin du mois, ce qui est déjà énorme. Et encore, c'est 5 000 pour ton entreprise, donc ils vont peut-être te servir à acheter, je sais pas, un GH5, une voiture, ou j'en sais rien, un truc qui va développer l'entreprise. Et je trouve que c'était pas assez amené. Tu vois, comme là je leur ai expliqué, moi je leur ai expliqué, déjà je serais pas passé dans une émission qui s'appelle Jeune et Riche, je trouve ça ridicule. Mais... c'est vrai que rien que le titre de l'émission, voilà, ça m'a fait mais rire. parce qu'il cherchait quelqu'un qui allait pouvoir faire du simple, en fait, dire les choses simplement, et tu peux pas expliquer YouTube simplement. Et le problème, c'est que maintenant, on va se dire, bah, tout le monde touche 50 000. En fait. Ouais. Et du coup, je trouvais ça marrant qu'il balance un je gagne 50 000 et que sa vidéo, elle est genre surexposée, avec un son en écho, et le micro qui est dirigé que d'un côté. Je me dis, mais mec, comment tu vois? Oui, c'était une vidéo où il ouvrait un colis et il y avait trop de luminosité, il me semble, de souvenir. Et alors, j'étais très très surpris, c'est que la vidéo d'après, elle était mais nickel. Et je me suis dit, et bah finalement, c'était un tweet un peu rentre-dedans. Ouais. Pas forcément méchant, mais un peu rentre-dedans. Et bah ça a servi en fait. Parce que ça se trouve, alors c'est pas grâce à moi, mais peut-être que s'il y avait personne qui avait réagi à son truc, bah il aurait continué comme ça. Et c'est dommage, tu vois, ça. Enfin après, encore une fois, il fait comme il veut, mais tu peux pas après dire à tes abonnés, voilà, je vous offre le maximum, regardez, je touche 50 000, mais c'est aussi, enfin, j'investis. Moi, je sais que si un jour, bah, tu vois, si j'ai une grosse somme d'argent, j'investis pour que ça soit quelque chose de plus utile. Et l'exemple, c'est le skatepark, quoi. Ouais. C'est le skatepark. Alors, ok, c'est un skatepark, c'est super cool d'avoir son skatepark, mais encore une fois, c'est aussi pour les vidéos, c'est pas juste. Oui, je pense que tu as deux types de youtubeurs à ce niveau. C'est ceux qui investissent avec leurs OP et ceux qui gardent pour eux, en fait, finalement. Et qui mais je m'étais déjà dans pris la tête avec David Lafarge, enfin, pris la tête. J'avais droit à une réflexion parce que j'avais un tournage à Londres. C'était une OP pour Ubisoft et en fait j'avais sorti du coup ma caméra, j'avais mis un trépied, j'avais pas d'éclairage, j'aurais dû, mais j'avais aussi un micro et plus un micro, tu sais, micro-cravate. Ouais, un micro-casque, vraiment le truc, je sais pas combien ils valent, mais c'est assez cool parce que du coup tu t'entends pas vraiment les bruits autour. Et quand t'as un tournage et que t'as tout le monde dans la même salle, d'ailleurs ce jour-là j'avais carrément dit à Ubisoft, je ne tourne pas tant qu'il y a quelqu'un dans la salle, je veux vraiment être seul, même si je dois être là jusqu'à minuit, je m'en fous, je veux être seul pour que la vidéo soit de bonne qualité. Et David, il m'a dit un truc genre oh bah dis donc, on fait ça bien, on a les moyens. Et je lui ai répondu parce que ça m'énervait, je lui ai répondu, enfin moi j'ai pas le même canapé depuis 3 ans. Mais tu as répondu quoi? Je lui ai dit j'ai pas le même canapé depuis 3 ans. C'était un peu enfin j'ai du mal à. Encore une fois. C'était le canapé de Mitch Geraci en plus, il me semble. Peut-être. Faudrait que tu lui rendes, David. Hein. Non mais tu vois, genre, tu peux pas te vanter de quelque chose et derrière pas offrir de la qualité à tes abonnés. Surtout quand tu peux tweeter des trucs genre je fais tout pour vous et tout. Ouais. Bon après c'est un personnage David donc je peux pas lui en vouloir, y a rien de méchant, tu vois. Tu penses qu'il en joue sur ce côté-là? Je sais pas, je préfère rien dire. Mais moi je lui ai déjà parlé
en dehors de YouTube et c'est encore un autre personnage. Je vais pas le défendre et je vais pas aller dans son sens, c'est ce que je veux dire. Enfin, je vais pas le défendre et je vais pas en même temps lui lancer des fleurs. David, c'est David et il fait sa vie, voilà. Mais après, pour en revenir aux youtubeurs qui gagnent soi-disant 50 000 par mois, c'est comme les joueurs de foot. En fait, t'as énormément de personnes qui se mettent au foot, mais t'en as que 0,001% qui arrivent à en vivre c'est devenu très bien. C'est exactement pareil pour les youtubeurs. Les youtubeurs, il y a des centaines de milliers de petites chaînes YouTube comparées aux, je sais pas, 200-300 youtubeurs qui arrivent à en vivre, et encore, ceux qui arrivent à en vivre, c'est souvent le SMIC, quoi. Donc, on avait croisé un mec à... Ouais, c'est ça en plus. On avait croisé un mec à Tokyo qui faisait un vlog et il dit « Ouais, je suis youtubeur, vous aussi ?» Bah oui. Puis il nous envoie sa chaîne, il avait 300 abonnés. Ouais. Et en fait, c'est pas genre en mode on se moquait de lui, mais j'ai du mal à dire quelqu'un qui a 300 000 abonnés qui est youtubeur. Pour moi, c'est un métier youtubeur, c'est-à-dire que t'en vis. Et pour beaucoup de gens, c'est un truc en plus. Donc du coup, c'est dur de savoir quand tu dis youtubeur, est-ce que t'es le mec qui touche son salaire, qui a créé son entreprise, qui fait des choses et qui cherche de nouveaux projets, ou est-ce que t'es le mec qui le soir filme ses parties et qui les met en ligne, quoi. Ouais. C'est là où il faut trouver... Je pense qu'il faudra un nouveau mot. Pour toi, être youtubeur, c'est à partir du moment où t'en vis pleinement, en fait. Moi, youtubeur, ouais, c'est où t'as arrêté tout ce que tu fais à côté et tu fais que du YouTube, quoi. Donc par exemple, moi, je suis pas youtubeur, alors. Toi, t'as un métier à côté. Mais, alors attends, parce que tu vois, encore une fois, c'est compliqué. Ça dépend, en fait, l'énergie et le temps que tu mets. Et le professionnalisme que tu mets. En fait, tu vois, c'est tellement... C'est au cas par cas. Ouais, c'est ça, c'est au cas par cas. Mais il y a des youtubeurs aussi qui ont plusieurs millions et qui font des trucs à l'arrache et tu te dis... genre comme à l'époque Code for Land, tu vois, qui a sa chaîne supprimée, tu peux dire, est-ce que ça c'est un youtubeur? Moi, c'était juste un mec marrant, tu vois, genre c'était un débile sur YouTube, quoi. Enfin, mais il était considéré comme youtubeur parce qu'il avait 1 million, donc tu peux pas dire c'est pas un youtubeur. Enfin, tu vois, c'est très ouvert. Également là les émissions de Koé où sa chaîne, il me semble, ils ont 1 ou 2 millions d'abonnés. Ouais, ça c'est pas un youtubeur pour autant, c'est de la rediff, mais ils ont 1 ou 2 millions d'abonnés. Ouais. C'est compliqué. Ça dépend de l'image que tu dégages, en fait, et enfin c'est... Par exemple, moi, pour moi, toi t'es un youtubeur, mais c'est pas... Tu vois, genre... Les codes sont différents pour tout le monde, en fait. Et pour revenir à la question, parce que du coup on n'a pas vraiment répondu à la question, est-ce que la forme doit primer sur le fond? Non, il faut juste un bon son. C'est le plus important sur YouTube, mais après le reste, faut être soi-même et tout. Mais là, est-ce que le contenu est plus important, du coup, ou la qualité Non, le contenu est plus important et le son est important. Mais après, l'image... si c'est pas cadré, en fait après tout est important, mais pour moi si tu fais une pyramide, ça fait que c'est le contenu, le son, l'image, le montage, enfin tu vois. D'accord. Mais c'est sûr qu'il y a des montages où moi il y a des jeunes youtubeurs, des fois que je regarde, je décroche parce que le montage est pas assez bon. Et ça peut être l'inverse où tu décroches parce que le son est dégueu et même si le montage est bien, le son est dégueu. Ouais. Et tu peux avoir un truc où le son est bon, le montage est bon, tout est bon, mais alors la vidéo, il y a rien de vivant, tu vois, c'est pas intéressant. Ouais. Et justement là, tu parlais du montage, mais il y a un truc qui est assez intéressant sur YouTube, c'est que les youtubeurs de plus en plus ont tendance à faire vraiment un montage très très rythmé, tu vois, avec des cuts, avec des zooms, des dézooms, tout ça. J'ai l'impression que maintenant, si tu fais pas ça sur ta chaîne, les gens s'emmerdent en fait. Oui. Parce qu'ils ont l'habitude, leur cerveau a l'habitude de voir ce genre de vidéos-là maintenant. Et bon alors il y a des exceptions comme avec ces interviews où il y a quasiment aucun cut, mais sur des vidéos par exemple humoristiques où tu ne te permets pas de faire ce genre de montage. T'as des vidéos de Pierre Cross où t'as pas de montage. Ouais. Tu vois. En fait, c'est le joueur du grenier qui en parlait, qui lui s'est lancé aussi dans les let's play et les choses comme ça, et qui expliquait dans une de ses vidéos justement, où il expliquait un petit peu comment il montait ses vidéos, il disait que c'est super important maintenant de nos jours de faire des zoom, des cuts à outrance, en fait, des trucs comme ça. C'est encore plus poussé ça que je pense, c'est que c'est juste on est en surconsommation de tout, il y a de plus en plus de youtubeurs, et c'est à la course de celui qui sera le plus captivant. Donc moins tu fais d'effets, moins tu fais de moins t'es captivant. Ouais. Bon après tu vas avoir des vidéos. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui se plaignent de plus en plus justement de ça, qui disent c'est presque vomitif à faire. Mais ouais, carrément. Mais tu peux faire une vidéo qui peut être très intéressante, mais sauf que tu auras moins de vues. Par contre dans la rue, ceux qui te reconnaissent et qui t'abordent, ils vont te parler de sa vidéo parce qu'elle était plus travaillée, il n'y avait pas zoom, tu vois. Genre comme je disais avec Maxime, il y a personne qui va m'arrêter dans la rue pour me dire bah tiens, je sais pas quelle dernière vidéo est vachement zoomée, mais tu vois genre où il y a un truc où le montage il est vraiment rapide. On me dira pas, putain, celle-là, vraiment, waouh, c'est du divertissement cool, mais tu la regarderas pas dans une semaine. Alors que t'as des vidéos qui sont plus travaillées, et les gens la regarderont.
Et tu vois, pour moi, c'est ce genre de vidéo où la forme est arrivée à surpasser le fond. Ouais. Mais du mauvais côté, je parle. Oui, oui. Où, par exemple, je tombe parfois sur des vidéos humoristiques, entre guillemets, où c'est des mecs, bon, ils font 2-3 blagues dans la vidéo, mais grâce... Oui, enfin, au montage. si tu laissais la vidéo telle quelle, avec les 2-3 blagues qu'ils ont faites, franchement, tu te ferais grave chier, Oui, et c'est ça. tu rigolerais même pas à leurs blagues. Mais avec leur montage, leur zoom, dézoom, leur cut, à un certain moment donné, t'arrives à rigoler à des blagues qui sont pas forcément drôles, ou t'arrives à te mettre dans l'ambiance qui était pas forcément là quand s'ils avaient laissé la vidéo telle quelle, tu vois. Ouais, C'est là où je me rends compte que c'est super important sur ce genre de vidéo-là, où la forme est bien plus mise en avant que le fond. En fait. Mais t'as ça de plus en plus dans la société. Tu regardes maintenant les jeux vidéo, je sais pas si t'as testé le dernier Far Cry, Non. qui est ouf, mais c'est vraiment explosion, bam, on tire dessus, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas un seul moment de pause. Le seul moment de pause, c'est quand tu vas pêcher, parce que tu vas pêcher, donc t'actives le mode pêche, on va dire, et du coup tout devient calme. Mais à la seconde où tu t'enlèves ton truc, il y a un mec qui débarque en camion, qui te mitraille, tu te défends. Enfin, en gros, tout est fait pour que ça aille vite, tu vois, que les gens s'ennuient pas. Et du coup, bah, c'est devenu bizarre, mais quand je rejoue à des vieux jeux, genre là, j'ai voulu relancer Final Fantasy X. J'avais commencé il y a 2 ans. Enfin, j'avais joué quand j'étais petit, mais il y a 2 ans, je l'ai relancé. J'étais presque à la fin, j'ai perdu ma sauvegarde. Je dis bon, je m'y remets. Et de commencer, et en fait, cette lenteur, j'étais pas habitué, quoi. Ouais. Et j'ai décroché directement. Parce que je suis habitué à avoir du cut, des des trucs. dans les plaines avant de rencontrer C'est tel ça. monstre. Alors que même dans les films maintenant, tu regardes les films, c'est Ouais. explosion, explosion, bam bam, tu vois, les films d'action sont devenus moins de scénario et genre juste de l'explosion et t'en as juste plein. C'est ça en fait, moins de contenu et que Moins de de la forme. contenu que de la forme et J'ai l'impression que sur YouTube, c'est plus ou moins dans cette direction-là. ouais, mais encore une fois, c'est toujours ça et en fait, quand ça montera trop, ça redescendra. Tu penses? Ouais, je pense que c'est souvent ça le Les problème. gens vont en avoir marre à force. Et du coup, ils vont nous demander autre chose et on changera de qualité et on fera. Parce que par exemple, moi je vois avec ces interviews, il y a je lis beaucoup de commentaires qui me disent qu'ils sont enfin contents de voir des vidéos où il n'y a aucun cut Ouais, et où tout. c'est posé. Ça leur fait du bien, on va dire. Mais après, c'est aussi des styles différents. Moi, je sais que j'aurais du mal à faire un truc posé parce que mon humour aussi joue un peu sur le montage, tu vois. Il y a certaines blagues. Genre là, j'ai fait une blague sur la dernière vidéo où Jordan il sort par le cadre dans l'espace. Ça, on n'a pas le choix, faut faire du montage, tu vois. T'as des trucs, t'es obligé. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais parfois, t'as du montage à outrance, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ok, donc 8ème question. Dans ta vidéo « J'ai adopté un chien », tu dis que des influenceurs t'ont aidé à retweeter une vidéo de maltraitance animale pour dénoncer l'acte en question. Quelle serait pour toi la définition du mot influenceur et trouves-tu cette désignation adéquate? Alors, c'est devenu un mot, mais ouais, t'as raison, elle est dure la question. Enfin, c'est pas qu'elle est dure, c'est qu'elle je vais prendre cher. Mais en fait, c'est devenu un mot tellement compliqué et à quel point qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un profil Insta. En fait, des fois, on m'envoie des messages, du coup, je regarde le profil et tout, et genre, je crois que le mec, il avait 15 ans et il avait écrit influenceur, il avait 200. Non, attends, c'est encore plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui a envoyé un message à la marque Unicorn, on me l'a envoyé parce que c'est trop marrant. Il avait 15 ans, il disait, je suis mannequin, je vais devenir influenceur, est-ce que je peux porter votre marque? Envoyez-moi votre marque, je ferai des photos. Et en fait, envie de devenir influenceur. Ouais, et en fait, il nous a pris vachement de haut en mode, vous savez qui je suis? J'ai 15 ans là, ok? J'ai 200 followers, donc vous m'envoyez des tweets tout de Je sais suite. ce que c'est la vie. Ouais, Et ça, en plus, c'est le genre de mec, tu lui dis non, enfin, faut même pas répondre, parce que si tu lui dis non, quoi? Vous savez pas qui je suis? J'ai 200 followers. Influenceur. Non, pour moi, influenceur, c'est pas. Il y a tellement de. Ah, moi j'ai un avis bien tranché sur la question, mais c'est à toi de répondre. Bah, en fait, il y a l'influenceur qui a 100 followers et qui va juste prendre toutes les OP. Pour moi, c'est pas un influenceur, c'est un profiteur. Et pour moi, influenceur, c'est quand tu dis quelque chose, c'est quand même écouter, c'est important. Donc, t'as l'influenceur placement de produit et t'as l'influenceur dans son discours. Et donc toi, ça veut dire que tu trouves le mot influenceur comme une description adéquate de youtubeur ou de personnalité publique? En fait, ça dépend parce Tu que. n'as rien à reprocher au mot influenceur, par exemple. Bah, influenceur, pour moi, la définition, c'est un mec quand il dit quelque chose ou qu'il parle d'un produit, derrière il fait des ventes ou, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il influence les gens en fait à. Au final, on est tous influenceurs quand on est sur YouTube. Quand à partir de 30 000 abonnés, si un mec te dit ce jeu il est génial, si tu l'achètes, c'est que tu as été influencé par ce mec. C'est ça la définition d'influenceur. Ouais, mais est-ce que se dire influenceur, s'auto-proclamer influenceur, c'est pas en soi se mettre au-dessus des autres et dire moi, grâce à, je sais pas, mon intelligence, mon succès, tout ça, vous, le bas peuple, j'arrive à vous influencer parce que Oui, vous mais- n'arrivez pas à décider Alors par vous-même. ça c'est encore un autre
quand tu vois par exemple des jeunes, comme tu disais, de 15-16 ans, ou même des jeunes youtubeurs qui ont peut-être un certain succès, et qui disent, Ouais, attends, et qui se disent dans leur 200 bio... followers, c'est quoi? Non, mais C'est- t'en as, ils ont, je sais pas, 300, 400, 500 000 abonnés sur YouTube ou sur Insta, et qui écrivent dans leur bio influenceur. Ouais. Bah déjà non, t'écris pas influenceur dans ta bio. Non, en fait, là c'est prétentieux. Par contre, dire je me sens influenceur parce qu'on m'a mis cette étiquette, c'est pas moi, j'ai pas le choix, on me l'a dit. C'est ça en fait que tu me dis. Tu dis que moi j'ai dit dans la vidéo que j'étais influenceur. Non, Non, j'ai non, c'est juste qu'à un moment, tu as utilisé le mot influenceur. Tu dis, entre En guillemets, fait, je cite que des influenceurs ont aidé à retweet, voilà, un truc. Et moi, j'ai juste tilté quand tu as utilisé le mot Mais influenceur. je vois en fait. ta vision du truc. Pour moi, un influenceur, c'est pas forcément négatif. Toi, la vision que t'as, elle est vachement négative en mode c'est un mec qui sort un peu au-dessus des autres. Pour moi, c'est juste que j'informe en fait, tu vois, genre les gens ont pas forcément l'idée d'aller se dire tiens, je vais chercher un chien dans une SPA. Et en fait, moi, je me sens influenceur de ce côté-là parce que je leur ai dit, vous savez qu'au lieu d'aller à la SPA, il y a une association, il y a des refuges où il y a des chiens, mais enfin, genre vous aurez le chien que vous voulez, qui sera déjà éduqué, enfin, il y aura tout, et vous aurez pas ce problème. Et en plus, c'est gratuit, et vous évitez de... Bon, c'est encore un autre débat, tu vois, mais là, je me sens influenceur parce que c'est dans le positif et j'ai aidé. Après, la meuf de télé-réalité qui dit achetez ce produit pour bronzer parce que c'est le meilleur. Et bizarrement, il y a 2 semaines, on avait un autre qui était aussi le meilleur. Tu vois, genre, là, pour moi, c'est pas de l'influenceur, c'est du foutage de gueule. Mais donc d'après toi, déjà, on devrait pas mettre dans sa bio Ah influenceur. non, c'est même pas un mot à mettre. Enfin, je veux dire, c'est pas un métier, quoi. Hmm. Mais c'est devenu un métier. C'est parce que moi, je vois de plus en plus des gens se désigner influenceurs. Oui, mais Et, est-ce que ces gens en j'ai soirée vraiment un disent, gros problème avec ce mot parce que je trouve qu'il n'y a pas plus... Ah mais moi aussi je trouve dès que tu le mets dans ta bio, je veux vraiment ces gens-là en soirée qui disent tu fais quoi dans ta vie? Bah je suis influenceur. J'influence les gens. Ouais, Mais c'est pour ça, moi, j'ai Oui, tilté ok, quand- je comprends. Se dire que c'est un métier, oui, non, c'est très prétentieux. Bah, désigner des personnes comme influenceurs, c'est plus ou moins... c'est un être- peu comme si t'étais... C'est comme si tu dis je suis youtubeur ou quelque chose comme ça, tu vois. Je suis influenceur. Oui, mais tu dis, ouais, voilà, dire comme c'était un métier, quoi. Et en gros, ils le disent un peu en mode je suis au-dessus de toi, c'est moi qui Bah choisis ce ouais. que tu feras demain. Oui, donc ça, oui, d'accord, non. Moi, quand je disais influenceur, je disais en gros, c'est pas pour dire youtubeur ou star ou acteur. Je veux dire influenceur, je veux dire des gens qui ont un gros compte sur Twitter et qui ont les moyens de faire bouger les choses. Hmm. Et Donc là, des pour le coup, personnalités publiques, en fait. voilà, c'est ça. Ouais, Plus que des influenceurs. Pour moi, influenceur, c'est personnalité publique. Enfin, c'est compliqué, tu vois. En fait, les mots sont compliqués. Mais Ouais. je pense que tu vois où je veux en venir, en fait. Non, mais oui, je vois, mais... Quand je dis influenceur, c'est... Non, parce que c'est intéressant, ce genre de débat sur le mot influenceur, parce que ça amène beaucoup de... C'est vrai que quand je vois des gens qui disent mon De- métier c'est d'être influenceur, oui, je suis comme toi, j'ai du mal. Je comprends pas. Puis quand je vois des jeunes qui veulent être influenceurs, déjà ils se rendent pas compte dans quoi ils se lancent. Quand je vois des Ah, déjà, jeunes, oui, c'est l'objectif d'être influenceur. Et Je comprends encore moins, en fait. l'objectif d'influence. d'être connu et de finalement, ça veut dire que ton métier, en plus en général les influenceurs reposent que sur les OP sponsors, puisqu'ils Oui. ils font pas de contenu. Leur Où ils seul portent contenu, des habits, tout ça. Oui, c'est ça. qui doivent c'est-à-dire que être, ton métier c'est de vendre des trucs, et c'est-à-dire qu'à un moment où t'as un moment de ta vie où t'es obligé de vendre de la merde. Parce que si t'as plus de boulot, tu vois. Je veux dire, nous, si demain on n'a plus d'OP, on a quand même notre créativité YouTube et on peut réussir à faire d'autres trucs. On n'est pas forcé de faire des OP. C'est Ouais. pour ça qu'en général on fait ce qui nous intéresse. Ou un truc, tu te dis, avec ce produit, c'est peut-être pas un produit qui m'intéresse, mais ça peut intéresser des gens, donc je vais faire à ma façon. Mais si demain je reçois une crème de bronzage, je vais pas dire allez, je suis influenceur, il faut que je le fasse. Surtout que c'est des influenceurs, et moi en général, quand je dis des influenceurs, je pense aux gens de télé-réalité. C'est souvent des placements de produits qui leur apportent pas grand chose, Ouais, ils le sur font tous en même Snapchat temps et sur tout, Snapchat. ouais. et ils ont pas le choix, ils les prennent parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est des 500 euros, qui bien sûr, s'ils sont déclarés, revient à 250 euros. Mais qui ne le sont, j'imagine, Ouais, très peu. je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça, c'est un peu malsain. Tu te dis, mon métier, c'est quand même de vendre de la merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, moi, des Bon, fois, après, t'as des commerciaux qui vendent Ah de oui, la merde. hein. attends, par contre, t'as quand même des trucs bien qui sont vendus des fois. Moi, c'est pas le fait de vendre quoi que ce soit, c'est en fait de faire croire aux gens que ce produit est bien parce que soi-disant toi-même tu l'utilises alors que c'est complètement Oui, faux. ouais, tu c'est vois. ça. Et Un commercial n'ira, je pense, jamais jusqu'à là. tu sais que c'est pour ça que des fois, je vois des OP sponsors pour des jeux mobiles, et je vois les budgets, et je dis, mais Valentin, tu peux pas dire non, c'est important. Enfin, tu vois, genre, ça va te faire des sous pour l'entreprise. Et puis je teste le jeu, je fais, bah si, tu peux dire non, en fait. Genre, le jeu est pourri. Et à côté de ça, je fais un jeu qui... soit qui a un gros budget, soit qui a un petit budget, et en fait, le jeu me plaît, tu vois, j'y joue, et en fait, je deviens plus accro, et j'arrive pas à retransmettre pourquoi je suis accro en vidéo, parce que le mec, forcément, il veut que tu t'appuies sur certains points, donc toi, t'avais pas forcément vu, tu vois, mais bon, bref, c'est comme ça qu'est fait l'OP.
Mais j'ai du mal à faire certaines OP comme ça parce qu'il y a tellement de youtubeurs à côté qui vont dire j'ai adoré le jeu, ah trop bien. Ils l'ont même pas testé, tu vois. Et toi derrière tu le fais parce que tu l'as testé, tu l'as aimé, et qu'est-ce qu'on te dit? Bah t'es comme eux. Donc toi, tu testes toujours les jeux avant de... Ah ouais, genre le plus marrant c'était Battle Cat, où du coup c'était tu sais, le jeu avec les chats que Maxime a fait sur sa chaîne. En gros c'est des chats qui s'affrontent et du coup tu fais ton armée et tout, et en fait ils avancent, enfin c'est un peu les tower defense de l'époque. Et en fait j'étais à fond dedans, et l'OP du coup il n'est pas passé sur ma chaîne, il est passé sur la chaîne de Maxime. Et du coup je dis à Maxime, moi je viens dans ta vidéo parce que le jeu je l'adore et il faut que j'explique pourquoi je l'adore. Et ouais. Lords Mobile aussi, tu vois, c'est le genre de jeu que des fois je téléchargeais, j'y jouais pas plus que ça. Et là je me dis bon, je vais passer la première heure qui était un peu compliquée parce qu'il faut un peu, enfin même pas la première demi-heure, faut comprendre. Ouais, avec une fois que tous t'es les dedans, didacticiels, tout ça. c'est ça. Mais une fois que tu l'as passé le didacticiel, mais tu te dis bah tu vois c'est le jeu de toilette et tu joues un peu de temps en temps et c'est cool quoi. Bon là j'y joue plus parce que j'ai plus le temps. Mais il y a plein de jeux auxquels je me dis non, je vais pas le faire parce que c'est une OP justement. Et le jeu est pas forcément bien si c'est une OP. Ouais. Et au final, si, tu vois, PUBG Mobile, j'arrive même pas à comprendre pourquoi ils font des OP. Mais tant mieux, tu sais, ça fait de l'argent pour les youtubeurs, quoi. Mais, et ça développe des choses, mais. Ouais, t'iras jamais jusqu'à vendre un jeu, faire vendre un jeu. Un jeu que j'ai pas aimé ou un produit que j'ai pas aimé. Quelque chose qui se fout de la gueule du monde, un petit peu. Ouais, il y a des fois des trucs. Tu reçois des trucs, genre des sites. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est. Déjà, tu vois le site, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce site. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux youtubeurs qui vendaient les. Comment ça s'appelle? Tu sais, les t-shirts et chaussures. Contrefaçon. Contrefaçon. Ouais, oui. Et ça, c'est quand même un bis. Enfin, comment tu peux ne pas avoir après la haine envers ce youtubeur, tu vois? Mais il y avait même eu pire à un moment. Je sais pas si tu suis un petit peu les vidéos du Roi des Rats, mais il avait parlé à un moment de youtubeurs qui avaient un certain nombre d'abonnés, qui avaient vendu une application mobile. Ah oui. Où il fallait appeler. Comment ça s'appelait ce truc-là? En fait, c'était genre, est-ce que ta cousine t'aime encore ou je sais pas quoi, et t'envoies un message et ça te dit oui ou non, quoi. En Oui, fait, c'est les un vieux truc trucs. comme ça. Et les gens ils pensent qu'ils parlent à une vraie personne, en fait c'est un robot et chaque SMS c'est 3 €. Voilà, c'était ça. Et t'avais plein de youtubeurs qui avaient fait la promotion de ce truc-là, comme par exemple Gaël Garcia. Ouais, mais qui est pourtant pas une youtubeuse elle s'est expliquée, c'est qui que se fout de la gueule du monde. Mais dans sa vidéo elle l'a dit, elle le dit clairement, elle dit attention par contre c'est payant et tout. Elle en parle, elle a quand même, alors c'était pas non mais plus... malgré ça, t'as plein d'enfants trucs qui se sont fait avoir avec la carte de leurs parents. T'as encore des plus jeunes youtubeurs qui avaient, je crois, 16 ou 18 ans, qui avaient fait l'OP et qui disaient vraiment mais moi j'utilise tous les jours. Ouais, je parle avec des gens, c'est la meilleure application. Mais comment on peut faire... Enfin, en fait, c'est comment on peut faire ça, quoi. Faut vraiment pas avoir de race, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement, en fait, j'ai du mal à... Et j'ai des fois... Il y en a, ils sont prêts à tout. Hein, ouais, c'est ça, mais moi, des fois, j'ai peur d'être associé à ça en faisant une OP, alors que... Mais j'ai pris des résolutions. Ah, c'était Miss Bongo. Voilà. Oui, Miss Bongo, ouais. Et j'ai pris des résolutions, je ne me prends souviens plus la tête. En fait, si une OP me plaît, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Les gens, ça... Enfin, j'ai l'impression que ma communauté commence à mieux me comprendre et c'est très bien que si je fais une OP, c'est pas genre dans le vent. Derrière, ça débloque des fonds, Epic aussi, c'est marrant. Et puis si demain, je vais m'acheter un bateau avec ça. Ou agrandir le skatepark. Tout à fait, une nouvelle ligne. En plus, il y a de la place sur le côté, mais bon, ça, c'est encore un autre. C'est Maxime qui va être content. Ouais, on va faire tout le tour de la Redbox. Avec la chèvre. Ouais, ça va être parfait. Ok, du coup, 9ème question. J'ai remarqué que tu retweetais et donc affichais parfois sur Twitter des tweets d'autres personnes disant du mal de toi ou de ton contenu pour que tes 700 000 abonnés Twitter les voient et potentiellement y répondent. D'après toi, une personne célèbre suivie par beaucoup de personnes peut-elle se permettre les mêmes choses qu'un internaute lambda? Alors la réponse est non, mais moi je m'en fous. Donc ça me fait rire en fait. En fait, c'est pas, en plus c'est même pas une question de tiens je le retweet parce que j'ai envie que tout le monde aille lui en mettre plein la gueule. C'est vraiment que ça me fait rire. Tu sais, je suis chez moi comme ça, ou des fois je suis avec un pote et je vois le tweet et je lui montre et je dis mec on retweet et tout parce que tu sais ça me fait rire en fait. Cette haine gratuite de mec qui te suit au final quand même. C'est-à-dire que le mec te follow et t'en mets plein la gueule mais pour rien. En général il est jeune. Et j'avais vu, je crois, il y a eu le même problème avec, je crois que c'était Franck Dubosc qui avait fait ça. D'ailleurs, alors ça c'était avant, hein. Attention j'ai arrêté, hein. Maintenant je suis devenu gentil et tout, je retweet moins moins la haine, je réponds moins et tout. Ah bah, j'ai scrollé un petit peu sur ton mur Twitter jusqu'à, je sais plus, il me semble jusqu'à septembre. Jusqu'en 2015. Non, jusqu'à septembre 2017, et j'ai vu 4-5 tweets passer où c'était des tweets méchants, incendiaires sur toi ou ton contenu que t'avais retweeté ou cité, et j'avais regardé un petit peu, et forcément, bah, toute ta communauté s'en était pris beaucoup à ce gars-là ou à cette fille-là. Mais en fait, c'est un peu pour déjà, oui, ça montre aussi, enfin, je sais que ça va arriver, que les gens vont aller l'insulter, mais pas l'insulter, mais tu vois, être méchant. Mais je pense que c'est aussi une façon de dire au mec, t'as vu?
t'as vu ce que ça fait de s'en prendre plein la gueule alors que t'as rien demandé, tu vois. Hmm. Je pense que le mec très rapidement il se dit ah merde, en fait j'ai juste été méchant pour rien et quand on me le fait, ou alors c'est juste un con et il dit ouais c'est un con, il envoie les gens sur moi. Mais c'est pas, enfin je veux dire carrément j'ai l'intention de dire allez, enfin tu vois, je sais pas comment expliquer mais Ouais, après, je pense que les personnes à qui tu fais ça vont plus avoir tendance à dire ah, il m'attaque avec toute sa communauté. ouais c'est vrai, c'est vrai. Ils vont encore plus t'insulter que. Parce qu'il y a aussi beaucoup de fois où j'ai parlé avec des gens comme ça en privé pour essayer d'un peu comprendre et en fait tu te rends compte que les mecs ils te détestent. Et c'était peut-être une période aussi où j'étais un peu con, mais là c'est ma faute, où j'étais vraiment trop react, tu vois, genre le mec m'insulte et au lieu juste de laisser couler, bah je réponds en fait. Et du coup ça crée une vague et tout, enfin tout le monde s'y met et c'est assez compliqué. Donc j'ai un peu arrêté, mais j'ai vu qu'il y a 3 mois, je crois que j'ai eu quand même pas mal d'acteurs pour le coup, et de comédiens qui ont eu le même problème. C'était Franck Dubosc, ça m'avait choqué. Quelqu'un qui disait pourquoi pour votre film avec des personnes handicapées, vous n'avez pas pris quelqu'un en fauteuil roulant de base, pourquoi vous avez joué l'handicapé? Et il a cité le tweet, il a dit parce qu'en fait acteur c'est un métier. Et là les gens ont tous réagi, waouh excusez-nous monsieur, même pas tu dis bonjour dans ton tweet, enfin en gros tout le monde lui en mettait plein la gueule, alors qu'il avait complètement raison, tu vois, genre il se défendait en fait, enfin acteur c'est son métier. Oui c'était une question comme une autre en fait. Oui c'était une question, mais du coup c'est parti, et après il répondait à plein de gens, et je dis waouh, en fait on a tous ce problème quand tu as une grosse notoriété, d'avoir des gens qui t'en mettent plein la gueule, il faut juste pas y répondre. Et en fait, c'est vrai que c'est pas un souci en soi, du coup, là je reviens de l'autre côté. En tant que youtubeur, est-ce que c'est pas un souci de ne plus pouvoir répondre à ceux qui t'insultent ou qui disent des conneries sur toi ou des choses comme ça? J'ai arrêté par exemple Facebook, c'est c'est un pote qui le gère à la place. Genre, c'est genre pas possible, tu vois. Parce que je reçois, enfin Facebook, exemple, mais vraiment enfin j'ai vraiment été choqué ce jour-là, je crois que c'est à peu près ce jour-là où j'ai arrêté. J'avais mis première fois en tendance, enfin tendance top 1, première fois trop content et tout. Et sur Twitter, on m'a dit bah, en même temps tu le mérites, la vidéo était cool, enfin vraiment 90% de commentaires cool, tu vois. Et sur Facebook, mais j'ai jamais vu autant de haine. Mais vraiment. C'est bizarre parce que moi c'est l'inverse. Ah ouais, mais alors là c'était vraiment. Bah en même temps avec un titre comme ça, t'as vu la miniature? Ouais, enfin le sujet en même temps c'est facile. Oui bah c'est bon, Squeezie aussi l'a fait. C'est là tu te dis ah mais les gars, vous me suivez pourquoi en fait, tu vois? Ah, c'est bizarre. Et en fait, bah moi j'ai Parce que moi c'est exactement l'inverse justement. C'est sur les Facebook, gens sont plus virulents sur Twitter avec la même, exactement la même publication avec les mêmes mots que je mets sur Facebook ou Twitter. C'est sur Twitter que je m'en prends plein la gueule. De ce que j'ai compris en fait, c'est parce que Facebook, les gens qui voient ta publication, bah, c'est ceux qui ont aimé ta page, donc plus ou moins qui t'aiment toi en fait, tu vois. Oui. Alors que sur Twitter, c'est des gens qui peuvent retweeter ta publication et qui peuvent arriver sur les yeux d'une personne qui ne t'apprécie pas forcément. Et là, du coup, bah, t'as plus de chances d'avoir des messages assez haineux ou je ne sais quoi sur Twitter que sur Facebook, tu vois. Mais toi, du coup, c'est l'inverse. Moi, sur Facebook, j'avais beaucoup de haine, même dans les messages et tout. Sur Twitter, j'en ai encore... Enfin, t'as toujours un... En fait, tu prends... Enfin, faut pas prendre les choses à cœur, c'est ça le problème. C'est que je pense que notre communauté a grandi et on s'intéresse de plus en plus. Et quand tu commences, t'as que des mecs qui t'aiment, donc tu prends vachement le réseau à cœur. T'es en mode, vas-y, Twitter, c'est trop bien et tout, les gens sont trop cool. Et au final... tu restes dans cet esprit que tout le monde est trop cool, donc dès que t'en as un qui te dit tu fais de la merde, au lieu de te dire que c'est juste un connard de passage qui te connaît même pas, qui te suit pas, et bah tu le prends vachement à cœur, et tu dis vas-y en fait c'est un abonné que j'ai déçu, et en fait non, c'est juste un mec qui vient t'en mettre plein la gueule gratuitement. Et moi en fait je réagissais, et c'est vrai que maintenant je réagis moins. Ouais, t'as tendance à plus te focaliser sur les commentaires négatifs que positifs. C'est ça. Tu peux avoir 1000 commentaires positifs, mais s'il y a un commentaire négatif, ça c'est le problème, il y a que celui-là YouTube auquel tu penses quoi. Ouais, t'as 10 mecs qui vont te dire on t'adore et tout, t'as juste un mec qui dit moi j'aime pas trop. Et là, tu dis putain je fais de la merde, tu vois genre. Donc non, quand t'as 10 mecs qui disent que tu fais de la merde, il y en a qu'un qui dit que t'aimes, alors là ça veut dire qu'il faut que t'arrêtes YouTube quoi. Enfin, tu vois genre dans ta tête t'es pas bien. Mais il y avait également Alexandre Astier qui avait un moment juste répondu à une féministe. Oui. Est-ce que tu vois? Je m'en rappelle mais je m'en rappelle plus trop. Une féministe qui lui disait qu'en gros dans les épisodes de Kaamelott c'était très sexiste, homophobe et tout ça. Et Alexandre Astier lui avait répondu qu'en gros bah, c'était dans le script et que c'était pas parce que c'était écrit dans le script que les acteurs l'étaient pour autant. Enfin bon bref, je résume, il lui avait juste répondu, il avait même pas retweeté ou cité, mais Alexandre Astier est tellement suivi par les personnes, il est tellement, on va dire, adulé par une certaine communauté, qui regarde toutes ses réponses, tous ses tweets, aussi anodins soient-ils, qui, même sa réponse a eu un effet, ça a débordé dans tous les sens, il a été retweeté, la réponse d'Alexandre Astier a été retweetée des milliers de fois, et du coup, bah, la fille s'en est pris plein la gueule, quoi. Et même, elle s'en est pris plein la gueule, mais lui aussi s'en est pris plein la gueule. Ça allait dans les deux sens. Ah bah, ouais. Enfin, pour avoir pas, pas autant pour lui, bien sûr, mais... Et ce qui est assez marrant, c'est que ça sortait dans la rue, tu vois. Genre, imagine, je sais pas, un meeting, quelqu'un qui dit, bah, j'adore ce que vous faites, par contre, j'ai juste trouvé ça un peu homophobe ou je sais pas quoi.
Bah, il a juste à lui dire bah non, regardez, c'est comme ça. Ah ok, pas de souci. Et puis la meuf, elle s'en va. Alors que sur Twitter, mais c'est écrit. Donc ça veut dire que le mec qui repasse même 2 mois après, quoi? Alexandre Astier, il a dit ça. Mais c'est n'importe quoi. Et il l'insulte. Et Ouais, bah oui. Mais après, Twitter, c'est un champ de bataille. Hein. Oui, là, moi, c'est devenu vraiment un truc où je suis de moins en moins Faut vraiment dessus. prendre du recul sur Twitter Ah oui, parce oui. que sinon, Moi, on j'étais va vraiment tomber en dépression. Ouais, c'est ça, je prenais trop tout à cœur et j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté. C'est marrant parce que même avec une petite publication aussi neutre soit-elle, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quoi. Tu dis genre salut, ça va quoi. Comment oses-tu dire moi, que si nous demain, allons bien? Si je tweete salut, ça va, et j'ai fait l'expérience, il y a forcément une personne qui me dira mot pour mot. Donc tu fais genre, tu veux être sympa avec nous, qu'est-ce que tu veux? Et genre super agressif. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était. En fait, le problème, c'est que les gens se sentent vachement proches de nous, et sur Twitter, c'est encore pire. Et Mastu, il avait tweeté qu'est-ce que je dois changer sur ma chaîne pour aller mieux? Et ça m'avait vraiment choqué, parce que tout le monde avait répondu en mode on est ton pote, bah t'as qu'à arrêter d'être noir, bah en même temps, négro, c'était vraiment violent, mais d'une violence. Et j'en parlais avec Mastu. Alors lui, il s'en foutait un peu, mais moi, je me dis putain, mais c'est horrible quand même. Les gens ont l'impression que c'est leur pote et qu'ils peuvent lui parler comme si c'était genre. Bah ouais mec, genre t'es un noir, enfin genre c'est extrêmement raciste de... Quand c'est ton pote, ouais, il y tu a vois, aucun filtre quoi. C'est ça, il y a zéro filtre parce qu'ils se disent ouais mais il fait des blagues dessus donc... Oui, et puis ils ont tendance à prendre les youtubeurs comme des potes parce que c'est pas des acteurs pour autant. Mais c'est ce que Maxime expliquait dans l'interview que j'avais faite avec lui, que quand il se balade, à la différence d'un acteur qui se balade, qui est reconnu par une personne qui va pas forcément aller le voir ou qui va être peut-être assez respectueuse, quand tu croises apparemment un abonné dans la rue, il y aura plus de chances qu'il aille direct vers toi et qu'il rentre direct dans le sujet. Qu'il fasse sa blague ou... Oui, voilà. Enfin, je sais que moi j'ai... Des choses qui se permettraient pas avec un acteur ou une autre célébrité, quoi. Moi je sais que j'ai pas trop de phrases d'accroche ou de blagues, et ça c'est un petit côté positif parce que Maxime, avec sa frappe à piquer des hannetons, il a eu droit pendant peut-être 1 an d'Angers. Dès que quelqu'un disait hey, salut de loin, il fait hey, c'est pas piqué des hannetons. Et moi je disais à Maxime hey, t'as vu, c'est pas piqué des hannetons hein. Genre j'étais à chaque fois une couche, ça me faisait trop marrer. Et Mastu a droit des fois à des gens qui disent hey, les gros nichons. Et là en fait il se dit ouais mais en fait c'est une blague, une vidéo, c'est un peu un personnage. Enfin en vrai je chante pas les gros nichons tous les jours dans la rue quoi. Ouais. C'est une vidéo, c'est du divertissement, on est là pour me faire marrer, ça me fait rire aussi, mais pas tous les jours. Genre Patrick Sébastien, pas tous les jours quoi, tu vois. Ouais. C'est pour ça Antoine Daniel il en parlait aussi avec toutes ces punchlines tu sais qui sortaient et que maintenant tout le monde ressortait à la cour de récré. Il expliquait qu'il en avait marre d'entendre ça à longueur de journée. Dans la rue on te voit et on te dit même ça. Dans les commentaires les gens qui les ressortent. C'est pour ça que j'essaie de pas trop avoir de peu. En fait je fais des blagues et tout mais j'essaie que ça soit pas culte tu vois. Genre s'il y a une blague je sais qu'elle marche bien. Je soit pas redondante. Voilà, j'arrête celle-là parce que c'est bon. Ouais. Même c'est pour ça que mon intro il y a pas d'intro où... salut genre mes petites machins ou j'en sais rien parce qu'après je sais que dans la rue on va me dire hey, salut, on va me faire mon intro dans la rue quoi. C'est un peu gênant. Arrêtez de faire ça. Ok, du coup 10e question. Dans ta vidéo youtubeur un vrai métier, tu dis que les vannes sont de plus en plus mal prises maintenant que tout le monde se sent oppressé pour rien. Ainsi peut-on rire de tout dans une société de plus en plus crispée lorsqu'on est une personnalité publique? Je peux juste répondre non et on passe à la question. Bon bah 9e question, 11e question. Non, bah du coup non. C'est devenu compliqué. Et en fait, ce que j'en parle beaucoup avec des gens en ce moment, et les gens sont assez d'accord, mais encore une fois, c'est les gens qui sont pris un par un, donc j'arrive forcément à discuter avec eux. Si là la phrase que je vais dire, je suis sûr qu'il va faire débat, mais en fait je pense que les gens avec Twitter ont tellement besoin de se démarquer, de devenir pas influents, tu vois, mais ce que je veux dire, de montrer qu'ils sont là, qui sont obligés de se dire allez je me catégorise, tu vois, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, bah moi d'aller dans les extrêmes, voilà, de se mettre une étiquette tu veux dire. Voilà, de se mettre une étiquette pour se dire je suis pas comme tout le monde, regardez-moi. Et du coup dès qu'ils ont la moindre chose pour rebondir, être comme monsieur tout le monde en fait. C'est ça. Mais je prends le même truc, mais tu vois genre moi je me sens, j'ai un esprit rider et tout, ce qui est quand même un état d'esprit. J'ai pas écrit dans la bio rider, je dis pas aux gens oui mais moi en tant que rider, oui mais moi tu vois, enfin nous, il y a pas de nous, je suis un être humain et tout, et moi je vois ça comme un être humain. Et en fait j'ai un peu arrêté les blagues aussi parce que je m'en prenais quand même plein la gueule, et encore une fois ça retombe sur le truc de la question d'avant. C'est un mec qui a 200 abonnés, il sort de je sais pas où et il m'insulte d'homophobe de ouf quoi. En mode tu sais pas, tu nous comprends pas. Et déjà tu peux pas dire nous, tu peux pas situer tout le monde. Enfin, j'ai vu tellement de... Tu peux pas te mettre en porte-parole. C'est ça en fait, j'ai vu tellement de débats, mais j'avais vu quelqu'un qui disait j'ai dit à ma mère que j'étais gay, elle a trouvé ça trop cool. Alors déjà, je trouve cette phrase trop cool, genre en fait, son fils c'est waouh trop cool, il est gay. Et elle a dit et il disait le gamin il doit avoir 15 ans. Par contre, elle a voulu défendre notre cause et j'ai rigolé, mais je pense qu'elle est pas bien placée pour le faire. Donc en fait c'est un tweet parmi tant d'autres, tu vois, il y a tellement tout à débattre, mais le gamin disait que parce que
sa mère n'était pas gay, elle pouvait pas aider les gays. Bah, c'est comme les féministes qui disent parce Si. que tu es un homme, tu peux pas défendre la cause Ouais, ça féministe. c'est pas des féministes, c'est des féministes extrêmes et ça ne compte pas. Faut pas les regarder. Mais Il y a des véganes qui diront si tu manges de la viande, tu peux pas défendre Ouais, c'est ça, c'est ça. la cause animale. ouais, c'est plein de débats comme ça, mais c'est vrai que c'est devenu beaucoup de jeunes qui balancent des trucs et ils se rendent pas compte. Et en fait, ils sont sur le pire endroit du monde pour en parler. Ils vont dire sur Twitter, je suis gay, laissez-moi tranquille. Mais dis pas ça sur Twitter. Si t'es gay et que tu veux qu'on te laisse tranquille, bah dis-le pas et fais ta vie, tu vois. C'est vrai. Et encore là, c'est juste gay, mais t'as des gens qui se disent voilà, moi je suis gay, je fais l'amour qu'avec les pandas, et je me sens femme, et par contre je roule en Clio. Tu t'as envie de dire, mais tu vois, genre ils se catégorisent tous dans un truc. Oui, Enfin, bah oui. tu te sens obligé de. T'as pas à faire ça, quoi. Puis surtout la tendance à maintenant se coller une étiquette sur sa sexualité. Oui. Comme si sa sexualité était vraiment toute notre personnalité en soi. Non, mais c'est encore plus dommage parce qu'en France. Les gens qui mettent leur sexualité dans leur bio, tu sais. Oui, enfin, je veux dire, t'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est dommage. Moi, parce je ne que. me vois pas mettre hétéro dans ma bio, tu vois. En fait, c'est en faisant ça que tu crées une égalité, que tu. Oui, ils parce se que- créent eux-mêmes leur propre inégalité, en fait. J'ai fait des. Enfin, en fait, je compare ça souvent en France parce qu'en France, je me fais souvent gueuler parce que je compare le Canada et la France, mais je trouve ça obligatoire pour montrer un peu comment ça se passe dans notre pays. Mais en France, tu vas à une soirée, on dit ah, par contre, il y a mon pote gay. Enfin, moi, quand on me dit ça, je dis mais pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Et au Canada, on ne dit rien. Et la dernière fois, ça date maintenant il y a 1 an et demi, j'ai fait une soirée où on arrive dans une espèce de. C'était un bar. Il y avait un porno qui était à l'écran, un porno des années 80. Genre, ça puait, mais l'alcool, mais horrible dans un bar, c'est normal, mais là vraiment ça puait. Et en fait, j'ai fait la soirée qu'il y avait un transsexuel, il y avait un travesti, et il y avait 2 gays, et il y avait 2 lesbiennes, et enfin on était un groupe, et j'étais à aucun moment, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est n'importe quoi tous ces gens. Enfin, à aucun moment je me suis dit, ces gens, je me suis dit, bah c'est des êtres humains en fait, tu vois. Et je les ai pas jugés une seule fois, tu vois, je me suis pas dit. Alors que j'aurais été en France, je les aurais pas jugés, mais je sais que l'ambiance aurait fait en sorte autour qu'on allait le juger parce qu'il y aurait eu des regards, il y aurait eu des questions, tu vois. Enfin, je sais pas je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais. je pense Pas que la même mentalité, c'est pas la même mentalité. La même culture. Et arrêtez vraiment sur Twitter de dire ah bah moi je me sens comme ça parce que vous êtes encore pire. En fait, en faisant ça, et je pense qu'il y en a aussi qui le savent, et vous cherchez. En fait, tu cherches à te faire à t'en prendre plein la gueule pour dire vous avez vu, je suis oppressé. Bah Ouais. forcément. Tu cherches en fait le. Je veux dire, si t'arrives enfin, si t'as besoin de dire quelque chose et que tu le mets sur Twitter, il y a rien de pire. C'est le pire endroit pour se plaindre en fait, Twitter. Parce que t'auras jamais quelqu'un qui dit oh bah je te comprends et tout. Tu vas avoir un mec comme ça. Mais je vois tellement des fois de tweets qui sont à 10 000 retweets parce que la meuf elle a mis un truc et puis tout le monde la clash et ça me prend plein la gueule quoi. J'ai vu il y a pas longtemps une meuf. Il y en a qui cherchent aussi. Ça leur Oui, permet ça. d'avoir des retweets. Oui, aussi. Qui cherchent la petite bête sur un youtubeur Mais je ou une pense que personnalité pour que celui-ci lui psychologiquement, réponde et qu'après elle ait plein de retweets ou qu'elle se fasse citer et qu'ensuite elle puisse se mettre en tant que victime. Et qu'après elle met dans les. Enfin, elle met une truc, elle a 10 000 retweets et puis en bas elle met hey, mon Insta 2 points. Voilà. Ça c'est. Pour devenir quoi? Influenceur. C'est ça. La boucle est bouclée. Voilà, comme d'habitude. Du coup, pour répondre à la question qui était. Oui, sur le fait que l'humour est de plus en plus difficile quand tu es une personnalité publique. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de rire, de faire certaines blagues, C'est de peut-être plus de en plus. l'humour noir. C'est difficile, mais après, encore une fois, je pense que tu choisis ton chemin. Est-ce que je reste moi-même? Ou est-ce que je me bride? Est-ce que je reste moi-même et je m'en prendrai plein la gueule toute ma vie? Ou est-ce que je me bride et je vais plaire à tout le monde? Par exemple, tu parlais que parfois tu avais des conversations avec tes monteurs qui te disaient ah, t'es sûr qu'il faut laisser ce genre de blague-là, tout ça. Ouais. Donc du coup, parfois tu t'auto-censures. Parfois, je m'auto-censure. Parce que À des fois. cause de ça. Non, parce que je trouve quand même que j'ai abusé. Même moi, je trouve que j'ai abusé. Mais Imaginons que ça aurait été 5 ans en arrière. Même avec le même nombre d'abonnés. Hein, mais là, c'est parce que c'est vraiment une période bien plus différente où les mentalités ont encore changé. je pense pas. Je Je pense, pense que tu l'aurais. En fait, je peux dire, maintenant, si je fais une blague sur les gays et tout, je sais que de toute façon, je veux dire, qu'il y ait des blagues ou enfin, qu'il y ait des débats ou pas, je m'en fous. C'est vraiment maintenant, c'est acté dans ma tête. Par contre, il y a certaines blagues que je ferai jamais. Enfin, genre, j'ai fait des blagues des fois sur les juifs, genre, ou même sur les arabes, et je les garde pour moi parce que vraiment, en fait, il faut comprendre le contexte. Faut que tu vois, genre, tu peux pas la balancer comme ça. Ouais. Et du coup, je préfère pas la montrer en vidéo parce qu'elle peut être mal comprise. Et des fois, je la laisse en vidéo. Mais il y a encore 5 ans, quand je jouais à GTA, il y avait un mur invisible. Et j'avais dit, tiens, encore un coup des Portugais. Tu vois, bah là, je te le dis, c'est marrant. Mais dans les commentaires, il y avait quand même 10 mecs. Qu'est-ce que t'as contre les Portugais, fils de pute? J'étais là, je suis mais c'est une blague, on se détend, tu vois. Ouais. Et encore, et vraiment, ça sortait comme une blague.
Oui, oui. Maintenant, quand je fais une vidéo entière où je me fais passer pour un beauf et que je sais pas la femme à la cuisine et qu'il y a quelqu'un qui arrive à me dire ah ouais tu penses comme ça, mais ma famille ils me disent mais ça va, tu tiens le coup. Je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse, je vais pas faire une vidéo pour expliquer que c'était une blague. La team premier degré. Ouais, c'est vraiment, enfin c'est, et surtout que les gens qui me connaissent ils me disent mais c'est ouf quoi, t'es tout l'inverse, mais pourquoi tu fais ça? Et je dis bah parce que ça me fait rire. Et pour moi si je me fais pas rire la vidéo elle est pas intéressante. Mais quand je fais une vidéo sur les beaufs, en fait, je m'inspire de ce que j'ai pu voir dans ma vie. Tu vois, j'ai eu des voisins qui étaient un peu beaufs, j'ai eu une belle famille pendant un moment qui était un peu beauf comme ça, et de voir ça, quand enfin, tu vois, rien qu'y repenser, j'ai vu des trucs, mais tu vois, le dimanche en famille, parce qu'il faut être en famille, mais tout le monde s'engueule, tu dis, mais au pire, on vient pas. Au pire, on vient dans 2 mois quand tout ira mieux, mais là, on passe notre temps à s'engueuler tous les dimanches. Pourquoi on vient tous les dimanches? Pas de famille le dimanche. Quoi. Ouais, tu vois, rien que cette phrase. Donc, c'est le truc où tout le monde est assis, on n'a rien à se dire. Et on fait que de s'engueuler. Et toi, t'es au milieu, tu connais personne, t'es là, tu fais ok, bah voilà, j'ai perdu mon dimanche. Et du coup, ça, je me dis, faut que j'en parle en vidéo, mais à ma façon, il faut que je fasse des vidéos là-dessus, quoi. Ok, du coup, 11e question. Toi qui en joues beaucoup sur le côté humour beauf misogyne, que penses-tu réellement du machisme dans le monde? Alors là, c'est une question, mais d'une largeur. Mais... Ah, tu peux y répondre 1 heure si tu veux. Je suis tout oui. Ouais, j'aurais pas fini, il y a trop de trucs à dire, et puis c'est un truc que tu prépares un peu, je pense, mais en fait, j'essaie déjà de contrer le truc. Donc déjà, je me suis inspiré de beaucoup de choses que j'ai vues quand j'ai travaillé au Canada, c'est que dans une entreprise, pardon, pour moi, il faut 50% de femmes, 50% d'hommes, et après, il faut savoir faire la part des choses. Je sais qu'au Canada, si tu demandes à une femme... Je vais répondre à ta question, mais... si par exemple tu demandes à une femme, on va boire un verre et qu'elle te dit non, si tu redemandes, tu peux être viré pour ça. Ah ouais? Et par contre, à l'inverse, tu peux pas être viré. Donc, moi j'ai pris cette solution, enfin, elle est genre mes employés, les gens avec qui je bosse sont prévenus. Si ça se passe comme ça, tu seras viré. Et par contre, dans l'autre sens, ça marche aussi. Si une fille insiste avec un mec, malheureusement, les filles insistent pas. Tu vois, en général, enfin, malheureusement, c'est comme ça, c'est la société, mais. Les hormones, on va dire. Je trouve que c'est... En fait, j'arrive même pas à comprendre pourquoi les choses ne bougent pas, même si je pense qu'il y a tellement de mecs au-dessus qui, eux, s'en foutent et se rendent pas compte de ce que vivent les femmes dans la société, que tu peux rien y faire, t'auras beau... Enfin, j'arrive pas à comprendre déjà pourquoi, par exemple, ça, c'est encore un autre truc, enfin, tu vas parler par rapport au travail, on est d'accord? Ou de la société en général? Tout en général. Genre... Même à la maison, en famille, ou relation, tout ce qui est... Non, mais j'arrive pas à comprendre action, pourquoi, par exemple, les règles, toutes les femmes ont leurs règles, t'as pas le choix. Pourquoi c'est pas remboursé par la sécu, tu vois? C'est des trucs logiques, en fait. Tu veux dire, si les tampons et les serviettes hygiéniques sont remboursés par la sécu? Pourquoi c'est pas remboursé? Et là, tu vas me dire, c'est une question d'argent. Bah non, tu fais les premiers prix gratuits, comme ça, il y en a pour tout le monde. Et puis, si quelqu'un veut un truc un peu plus luxueux, et ben il paye son truc, il paye son luxe. Et pourquoi, par exemple, les patchs pour fumer, alors que ça c'est un acte que tu as choisi. Fumeur, c'est voilà, je vais devenir fumeur. Pourquoi ça c'est remboursé par la sécu? Ouais, bah pareil, moi quand j'ai vu cette info à la télé, bah, c'est assez récent d'ailleurs, cette décision de rembourser les patchs. J'étais, bon, pas du même avis on va dire, parce que comme tu dis, c'est plus ou moins de leur faute. Voilà. J'avais vu une phrase de deux femmes qui avaient créé une entreprise, personne ne leur répondait, et elles ont changé leur mail en se faisant passer pour Thierry et Michel, et leur boîte elle a cartonné, elle a décollé. Ah ouais. Parce que c'était des femmes, on leur donnait pas d'importance. Et moi j'ai le même truc des fois avec mon assistante quand on est en rendez-vous, les gens me regardent que moi, ils lui adressent pas la parole. Comme si c'était genre, bah attends, c'est une conne, c'est une meuf. C'est la secrétaire. C'est la secrétaire, quoi. Alors qu'elle a une place plus importante, enfin, elle travaille plus sur la marque que moi parce que j'ai pas le temps de tout gérer. Et en fait, bah du coup, moi des fois, je suis cash avec les gens, je dis, mais en fait, c'est pas à moi qu'il faut parler, moi je gère pas en fait, arrêtez de me regarder moi. Et là, ils ont pas le choix, mais je trouve que c'est compliqué et je crois pourquoi ça avance pas en fait. Et pourtant, dans notre pays, ça avance. Et bah. Oui, on est loin d'être le pire au niveau... On est loin d'être le pire, mais on est loin d'être le mieux. Enfin, au Canada, aux États-Unis, tu verrais la vision de l'emploi pour les femmes et les hommes, c'est des êtres humains, quoi. C'est t'emploies un être humain, t'emploies pas... Bon, par contre, là-bas, c'est un problème de couleur aussi. C'est soit noir ou blanc, là, t'es pas... Eux, c'est genre noir et blanc, et nous, c'est hommes et femmes en France. Bon, il y a aussi noir et blanc aussi en France, mais... Mais justement, c'est intéressant parce que toi qui as tendance à faire des blagues assez misogynes, des blagues beaufs sur les femmes, du coup, t'en penses vraiment tout l'inverse, en fait. Alors, en fait, j'avais trouvé un truc, j'en avais parlé, je sais plus avec qui, mais en fait, si tu veux, j'ai ramené les beaufs pour après essayer de leur faire comprendre que finalement, la femme, tu vois, enfin, c'est un être humain et elle fait ce qu'elle veut, quoi. Si elle veut sortir un samedi, elle sort un samedi, enfin, c'est pas la femme à la maison. Tu voulais dire avec tes blagues beaufs, attirer des abonnés beaufs et ensuite leur expliquer... Et en fait, discrètement leur faire comprendre des trucs. Et j'ai essayé, et en fait, bon, ça a un peu marché, mais il y a aussi plein qu'on pensait, il y avait des youtubeurs qui m'ont reproché ça.
qui me l'ont pas dit directement, mais qui sont allés dire à Maxime, Valentin, j'ai pas envie de lui parler parce que c'est un gros misogyne. Et quand j'ai entendu ça, j'étais là, mais c'est pas possible, faut être con, quoi. Genre c'est pas possible de penser ça de moi, quoi. Et parce que les gens me connaissaient pas, mais... Ouais, est-ce que t'as déjà précisé dans une de tes vidéos justement que c'était vraiment de l'humour, que tu pensais tout le contraire? Ça me paraît tellement logique que j'ai pas besoin de le préciser, mais apparemment non. Et après je l'ai redit, Maxime dans certaines vidéos il le dit, là ça revient, tu vois, ça s'est inversé, et les gens comprennent un peu que... En fait, je trouve que c'est tellement compliqué aussi parce que tu peux avoir... le féminisme c'est tellement ouvert, t'as la meuf qui veut l'égalité, t'as la meuf qui veut plus, et puis t'as la qui sont vraiment en mode les hommes non, quoi. Et je tombe des fois sur des Twitter, mais vraiment je lis les trucs, je sais, mais c'est... mais vraiment si tu l'écoutes, c'est les hommes, on veut tous les tuer, et ce qu'on veut c'est juste... des misandres, quoi. Ouais, c'est vraiment dans un... Tu vois, genre ça m'impressionne, donc je pense que c'est aussi des deux côtés, mais c'est beaucoup aussi aux hommes de... Même plus, enfin c'est à la société de faire évoluer les choses, quoi. T'avais justement une petite sous-question, est-ce que tu te considères, par exemple, féministe? À mon niveau d'influenceur, oui. Non, mais je veux dire, tu vois, j'utilise le mot influenceur, mais je dirais que oui, en fait, j'essaye de faire bouger les choses et de faire comprendre. J'essaye pas de dire aux gens, je vais retweeter l'association, machin, tu vois, d'être dans une association. Mais j'essaye des fois de lancer une petite punchline, et c'est ce que j'ai beaucoup fait dans les vidéos sur le sexe, ou sur Tinder, ou sur des je règle vos problèmes. Et beaucoup de meufs m'ont envoyé des messages en disant merci, quoi, d'avoir dit clairement que si une meuf veut se taper des mecs, elle se tape des mecs. Et même ça, j'arrive pas à comprendre comment un mec peut penser qu'une meuf qui couche avec 10 mecs, elle est considérée comme une pute, et un mec qui couche avec 10 meufs, c'est genre un génie. Et j'avais vu, je crois que c'était une vidéo de Seb Lafrite où il disait, il y avait une meuf en fait c'était un clip, il analysait un clip, et puis la meuf en fait elle jouait de son charme pour draguer des mecs. Et il disait que c'était une pute, mais il arrêtait pas en fait il avait fait un discours à la fin où il a dit au moins, je sais pas, 10-15 fois le mot pute, quoi. Il dit ouais, c'est une pute, c'est une pute. Seb Lafrite qui avait fait ça? Ouais, et il s'était un peu fait insulter par les gens, et je sais plus s'il avait fait un truc d'excuse ou je sais plus quoi, mais j'avais trouvé ça choquant parce que surtout à son niveau de dire ça, alors que t'essayes de démontrer l'inverse, et c'est horrible de dire qu'une meuf est une pute parce qu'elle utilise son charme, alors qu'un mec qui va à la salle de muscu, c'est pas pour ses parents qui fait ça, c'est pas pour lui, tu vois. Ouais. En général, c'est pour aller baiser des meufs qui, pareil, sont superficielles. Enfin, c'est pas tous, attention, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et donc, je trouvais ça ouf de dire que cette meuf c'était une pute parce qu'elle utilise ses charmes pour coucher avec des mecs. Encore une fois, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est sûr. Et justement, j'avais dit ça en vidéo, et ouais, j'ai eu plein de commentaires super positifs. C'est cool ce que tu fais, en fait. Parce que, genre, moi, du coup, moi aussi, moi, je suis une femme et j'aime bien le sexe. J'ai pas envie de me poser. Mais le fait que toi. Et du coup, on revient à ce que je disais. Toi, qui est du coup pas de ma famille, pas un pote, mais que j'aime bien, disent que je suis pas une pute, et ben je me sens mieux que si c'est un pote qui me le dit, tu vois. Ouais, ça me conforte dans l'idée. Ça me conforte dans l'idée que je suis pas une pute, en fait. Et donc, ouais. C'est une façon d'être remercié, on va dire, et tu sens que tu fais pas tout ça pour rien, quoi. Donc ouais. Oui, on va dire que j'ai une petite part de féminisme en moi. Mais pas trop. Non, mais c'est assez drôle parce que ouais, c'est... Donc du coup, tu te considères féministe, tu mènes une sorte de combat contre le machisme, et le tout à travers des blagues misogynes, en fait. Ouais, alors, c'est plus en mode, je faisais des blagues misogynes, j'ai vu que ça choquait un peu, donc je voulais aussi montrer qu'on pouvait pas faire que des blagues et qu'on pouvait être sérieux. C'est pour ça que tu as lancé ta petite série. Ouais, je voulais aider les gens parce que je voyais pas mal de gens qui avaient des problèmes, et puis les sondages, je trouvais ça cool, en fait. Je crois que c'était avec Psycho17 à l'époque, on était chez Pew, et je lui dis, mec, j'ai envie de faire des vidéos où je demande aux meufs... Enfin, qui parle de sexe et tout, parce que j'avais fait une première vidéo, je crois, et ils avaient un peu parlé de sexe, les meufs, et je trouvais ça vraiment marrant de montrer aux mecs que oui, une meuf se masturbe, que oui, une meuf elle peut se taper des mecs, que oui, une meuf elle est sur Tinder pour le cul, tu vois. Et genre, d'ailleurs, je disais, si les meufs sont pas sur Tinder sur le cul, pourquoi tu demandes des plans cul à toutes les meufs que tu trouves? Genre, c'est pas logique ce que tu fais. Ouais. Ah oui, mais bon, tu vois, genre. Avec les fameux 10% qui sont là pour se faire des amis sur Tinder. Oui, on les connaît ceux-là, c'est les meilleurs. Là, il y avait eu aussi une vidéo sur l'infidélité, où tu disais que tu préférais que ça soit une fille qui trompe qu'un gars qui trompe. Enfin, que la fille avait plus d'excuses en soi qu'un gars. Ça m'avait un petit peu surpris quand t'avais dit ça. Tu vois, au final, c'était débile de ma part parce que c'est pas équilibré. Mais c'était... Tu trouvais plus d'excuses Parce que j'ai vu dans ma vie plus de connards que de connasses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu plus de mecs faire du mal à des meufs que de meufs faire du mal à des mecs. Mais bon, après, si on veut vraiment une égalité, il faut vraiment être impartial. Oui, voilà, ouais, c'est ça, c'est sûr. Là, c'était le côté un peu... Là, j'étais nazi féministe. Là. Ouais, là, c'était un peu les meufs ont le pouvoir, ouais, je suis avec vous, les copines, ouais, super. C'est vrai que c'était un petit peu... Les filles ont le droit de... Voilà, ça, les filles ont le droit, mais pas les mecs. Non, c'était plus... Ouais, j'accepterais... Enfin, ça me choquerait moins. Les filles ont plus d'excuses, c'était ta phrase. Ouais, voilà, les filles, bah ouais, donc c'est pas... Elles ont plus d'excuses.
Mais c'est pas excusable. Ouais, voilà. Ok, du coup, 12e et dernière question. Dans ta vidéo dégustation vegan en couple, tu dis, je cite, « Les véganes extrémistes, c'est un peu comme les féministes extrémistes sur Twitter et les LGBT extrémistes. Ils te dégoûtent du sujet tellement ils sont hardcore. » Comment perçois-tu les agissements de ces trois communautés sur les réseaux sociaux? Bah ça revient un peu à ce qu'on avait dit un peu avant. Oui, du coup tu as plus ou moins répondu. Ouais, ils sont tellement dans le rentre-dedans que tu vois, ça, tu te dis mais j'ai pas envie de devenir comme ça. Comme c'est ce que j'avais dit du coup dans la vidéo, quand tu deviens vegan et que tu dis bon, vegan c'est compliqué, on va pas se mentir, donc ralentissez et voyez si vous pouvez supprimer après. Alors que si tu dis à quelqu'un qui mange de la viande tous les week-ends, qui fait des barbecues, et tu dis t'es un assassin, tu tues des animaux, tu devrais faire comme moi, manger ça, et puis arrêter de manger ça. T'as le mec qui se sent insulté, enfin il se sent pas bien, et il y a personne qui va dire t'as raison. Tout le monde va dire bah non mais t'es un con en fait. Enfin directement ta première vision c'est quoi ce mec? Genre qu'est-ce qu'il veut? Presque ça va faire l'effet inverse. C'est ça. Bah en fait ça fait carrément l'effet inverse. Alors que je sais pas, tu dis bah comme j'avais fait dans la vidéo, arrêtez de manger de la viande au moins une fois par semaine, un repas par semaine, et voyez si ça vous va. Et moi c'est ce que je fais des fois, tu vois, et ça me... Tu te dis bah ok j'ai pas sauvé tous les animaux de la terre, mais j'ai fait un effort et j'ai fait quelque chose, et après au fur et à mesure ça... Tu fais le truc petit à petit. Ouais. Après comme je leur dis, mais la France c'est pas le pays le plus facile pour être végétarien ou être vegan. Bah justement, j'avais renoté une autre phrase aussi, t'avais également dit qu'à Vancouver, lorsque t'étais pas vegan, c'était très mal vu en soirée et que tu t'en prenais plein la gueule. Ouais, j'ai fait une soirée où j'ai jamais été aussi mal de ma vie, où en fait il y avait des véganes qui en plus ne buvaient pas de lait. Et je sais plus, j'avais parlé de lait à un moment. Bah vegan, tu bois pas de lait de toute façon. Non, mais non, enfin c'était avant d'être vegan, ils buvaient pas de lait, après ils sont devenus... Mais c'était vraiment extrémiste parce que c'était vraiment pas ouvert à la discussion, et j'avais pas envie de discuter, donc c'était encore pire. Mais j'étais tout seul contre 3 et vraiment, ils m'ont dit tu bois du lait? Bah ouais, ça m'arrive peut-être une fois par semaine quand je mange des céréales, encore je bois plus que ça, mais bon, quand je fais des crêpes... Non mais tu te rends compte de ce que tu fais? Enfin on m'a dit des trucs, mais en mode... Je fais oui, enfin... C'était un procès quoi. Ouais, c'était vraiment un procès, et du coup bah, je suis parti de cette soirée. Je suis pas resté très longtemps. Mais ouais, pour revenir à ta question, je pense que plus t'es extrême dans ton truc, moins ça marche. Et d'ailleurs, c'est aussi bête que ça, mais ça marchera même dans le BMX, ça marche dans tout, tu vois. Quand un mec arrive dans le BMX et qui vient et qui me dit quoi? Tu sais pas faire whip machin, enfin tu sais pas faire whip de là à là, mais t'es un gros, enfin t'es nul quoi, c'est pas les vrais riders ils savent faire ça. Ouais. Alors que derrière t'as un mec qui dit tu sais pas faire ça, bah tiens c'est pas grave, tu sais faire quoi, bah tu peux essayer ça, et puis au pire t'essayes whip là, et puis quand t'arriveras à bien le faire, et bah tu le fais là, tu vois. Donc déjà le mec t'as fait comprendre que tu pouvais y arriver, et t'as pas dit tu sais pas le faire, t'es une merde. Ouais. Et bah pour ça, moi c'est plus ou moins les puristes en fait. Ouais c'est ça les puristes, et bah au final tu retrouves la même chose avec les extrémistes, c'est quoi, tu manges de la viande, t'es une merde. Alors qu'il te dirait, tu manges de la viande, tu sais que c'est un peu dommage parce que moi avant j'étais comme toi et j'ai pris conscience de ça. Si tu veux en parler, il n'y a pas de souci, sinon tu vois. Parce qu'en plus c'est ça le pire, parce que j'imagine que 99% des véganes actuellement ont été... oui, ouais, peut-être 90%. Ouais, ont mangé de la viande dans leur jeunesse, tu sais, et qui sont devenus véganes après coup. Donc en soi ils étaient également fautifs par leur passé, donc... Et oui, en fait, pourquoi être pour aussi être méchant, autoritaire avec ceux qu'ils sont actuellement, tu vois. Ils sont peut-être influenceurs véganes et influenceurs véganes. Ils sont au-dessus des autres. Non mais je pense que c'est une vision de plus t'es hard dans ce que tu dis, moins les gens ils t'écouteront. Oui, bah oui. Pour le côté LGBT, c'est plus je suis gay, et ce que je vois souvent c'est on veut des droits, on veut ça. Ben non, t'es un être humain, c'est pas parce que ta sexualité est différente de la mienne que t'as droit à une réduction au supermarché, enfin je veux dire, tu vois. Non, et j'avais vu comment ça s'appelle, le président de l'association SOS homophobie ou un truc comme ça, qui avait vraiment dit, je crois que c'était la touche pas à mon poste, il était passé parce qu'il y avait eu un problème avec une blague homophobe, une blague gay ou je sais plus quoi, une blague homophobe, et il avait dit j'aimerais qu'on arrête l'humour sur les gays. Et en fait pour moi il y a rien de pire, ça veut dire que tu catégorises les gays dans une classe sociale, c'est à dire que c'est pas des gens comme nous, de dire ça, attention, justement de dire on fait pas de blagues sur nous parce qu'on est gay, ça veut dire que vous êtes différents. C'est comme je dis, on arrête les blagues, je sais pas, sur les juifs, parce que c'est une autre classe sociale. Bah non, tu fais des blagues sur tout le monde ou tu en fais sur personne, mais tout le monde est... Puis alors les blagues sur les gays, moi je trouve ça marrant, donc... Non mais voilà, je pense que plus t'es extrémiste sur un truc, plus tu cherches à montrer que t'es dans un délire, moins ça accrochera aux gens.
Et t'as déjà eu affaire aux féministes extrémistes ou à vegan extrémistes? J'ai eu pas tant que ça parce que du coup ils sont quand même plus ouverts en débat. Même parce avec tes blagues parfois assez beauf, misogynes, j'ai déjà eu t'as jamais eu de problème? Non, j'ai jamais eu vraiment de problème. C'est bizarre. J'ai juste eu, il y a une fois j'étais en soirée, j'ai des blagues sur les gays et puis un mec il me dit mais les gars à côté de toi il est gay. Et je dis et alors? Je veux dire ça change quoi en fait? Je vais pas arrêter mes blagues parce qu'il est gay, au contraire. Ouais. Genre ça va le faire rire. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant c'est que les gays, les blagues sur les gays ça fait vraiment rire. C'est les premiers à les faire. Ouais. Et ceux que ça fait moins rire c'est les homophobes. Tu sais la vidéo ça c'est vraiment PD de Batégaël. Ouais. Elle a été retirée de YouTube parce qu'il y a des homophobes, enfin des hétéros qui ont été choqués. Et bizarrement, les gens qui s'en battaient les couilles, bah comme moi, tu vois, tu t'en fous, gay ou pas, tu t'en fous, et ben ça me faisait rire. Les gays, ça les faisait rire. Et les homophobes, par contre, oh là là, ils ont osé, ah non, ça se fait pas, hop, c'est plus la vidéo. Alors qu'au final, c'est eux, il y a que ça choque, quoi. Enfin, il y a que ça choque. Ça dérange, c'est quand même ouf que ça dérange. Ouais. Ils sont pas concernés, ça les dérange. Non, mais c'est sûr, c'est chelou. Et non, j'ai jamais trop eu de problème en soirée parce qu'en général, quand tu parles à quelqu'un, c'est pas Twitter. Tu peux donner le ton, tu peux discuter calmement. Sur Twitter, t'as pas tant de caractère que ça. À l'époque, t'avais pas tant de caractère que ça. Et c'est pas simple de débattre par Twitter. D'ailleurs, je Mais comprends t'as pas. eu des problèmes sur Twitter, par exemple, avec ces communautés-là? Pas tant que ça, parce que comme je te dis, c'est le mec qui a 200 followers et en fait, il pèse un câble dessus. Il y a des gens qui le suivent, qui sont dans sa communauté du coup et qui vont aller dans son sens. Tu te retrouves tout seul et puis en plus, il suffit que tu te retrouves avec un abonné qui est fan de toi mais qui comprend pas ce qui se passe et qui vient, qui dit Eh, mais vous êtes tous pédés, fermez-la. Bah alors là, je peux te dire que c'est fini pour toi. Donc ça sert à rien de débattre. Ils vont te citer en disant Regarde ta communauté, ouais. regarde te représente. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Et j'ai juste eu en conférence une fille, enfin, c'est son copain qui a parlé pour elle. En gros, c'était une conférence ouverte, c'était à Nantes et les gens me posaient plein de questions. Et quelqu'un disait mais t'en as pas marre et tout, enfin t'as pas peur de faire du mal aux femmes avec les blagues que tu fais sur elles. Et du coup bah, j'ai répondu, je dis bah déjà tu diras à ta copine qui est derrière toi de venir me le dire directement s'il y a un problème avec moi. Et encore une fois non parce que c'est du second degré, si les gens comprennent pas le second degré j'y peux rien quoi. Je veux dire pour moi si tu arrives pas à rigoler de tout, pour moi par exemple si t'arrives pas à rigoler de l'homophobie, ça veut dire que t'es homophobe, enfin c'est ma logique, pas tout le temps, mais ceux qui rigolent le moins des blagues sur les gays c'est qu'ils sont homophobes. Ceux qui rigolent le moins des blagues sur les arabes qui font oh non t'aurais pas dû, alors ça veut dire que c'est juste les pires racistes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors que pour moi si t'es pas raciste, tu t'en fous, tu fais une blague, c'est une blague, t'es pas méchant en fait, c'est de l'humour quoi, tu t'attaques pas à une communauté. Oui, juste pour en revenir sur ta vidéo donc, du coup dégustation vegan en couple, tu donnais des conseils pour être plus ou moins vegan petit à petit, si j'ai bien compris. Oui. Donc toi-même tu n'es pas vegan, non, ni végétarien et c'est non. ça. Mais j'essaye. Alors il y a ma copine qui elle du coup des fois me fait à manger un peu végétarien. Ouais. Mais j'essaye, mais c'est vrai qu'en fait j'ai un emploi du temps où quand je vais au resto, tu vois, j'ai vu le prix que je paye, des fois je me dis, enfin payer ce prix là pour une salade. Ouais. Et encore une fois, quand t'es dans d'autres pays, genre quand on était au Japon, quand on était aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Même aux États-Unis, c'est plus facile de manger vegan qu'en France. Ah ouais. T'as toujours un plat vegan et bien travaillé quoi. D'accord. En France, ils vont dire bah j'ai de la salade. Tu vois, ils vont pas te dire bah on vous a fait un truc genre je sais pas des courgettes avec enfin tu vois un truc un peu. Ouais. J'ai vu sur Twitter, il y avait énormément de retours de gens qui étaient contents justement que tu donnes ce genre de conseils, que tu prônes entre guillemets plus ou moins le mode véganisme ou le végétarisme, mais sans forcer les gens en fait. Oui, bah c'est ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi si tu forces quelqu'un c'est encore pire. Tu peux pas forcer quelqu'un, s'il veut le faire ça sera lui-même, mais tu peux lui donner les clés pour qu'il fasse ça bien. Et t'as aucun vegan qui t'a reproché de parler du véganisme alors que tu mangeais de la viande? Je crois qu'il y a dû en avoir, mais bon, tu sais. Parce que moi, je me suis pris un shitstorm dessus quand j'ai fait ça. Ah oui, si, je me rappelle, t'avais des gens qui t'avaient dit, bah ouais, mais. J'avais fait une vidéo sur la maltraitance animale avec énormément de guests, je me rappelle, et j'avais dit, bah, si vous voulez vraiment améliorer la cause animale, vous pouvez ne manger que. Je crois même c'était 2 fois de la viande par semaine, c'était encore pire que toi. Ah mais, ouais. Je disais, vous pouvez ne manger, par exemple, passer seulement à 2 repas de viande par semaine au lieu de 14 par semaine, mais toujours manger de la viande. Et je disais, moi-même, par exemple, je mange toujours de la viande. Et alors là, j'aurais jamais dû dire ça, parce que t'as toute la communauté végane qui m'est tombée sur la gueule en disant, comment oses-tu défendre les animaux alors que tu manges de la viande? Est-ce que tu leur as répondu? Ouais, j'aurais répondu. Et voilà l'erreur. Moi, je crois que j'en ai eu. Non, mais j'avais déjà énormément de vidéos sur moi et de commentaires sur moi. C'était même des vidéos où ils avaient mis ma tête sur un boucher qui était en train de tuer des animaux. Ouais, c'était vraiment à ce point-là. Ah, c'est allé très loin, ces trucs-là. Moi, j'étais vraiment dans l'optique de dire, je suis pas vegan, et juste je veux dire que si vous voulez un peu aider la cause animale, n'hésitez pas à faire ça. Encore une fois,
si vraiment vous voulez aider la cause animale, j'ai vu qu'il y a pas mal de lois qui sont en train de passer pour qu'il y ait des caméras dans les abattoirs. Ils veulent pas. Donc au bout d'un moment, le problème ne viendra pas de nous. Je veux dire, s'il y avait des caméras, enfin c'est encore un autre débat, tu vois, mais s'il y avait des caméras dans les abattoirs, bah, il y aurait déjà moins de problèmes, tu vois. Bah alors justement, là très récemment, il y a la loi qui a été votée où justement les entreprises peuvent mettre des caméras dans les abattoirs, mais c'est le mot peuvent en fait, parce qu'elles sont pas obligées. C'est si elles veulent, elles peuvent mettre des caméras. Elles le feront pas. Avant, elles avaient interdiction, maintenant elles peuvent. Mais bon, personne ne le fera. En fait. Personne qui va Donc ça va pas avancer plus pour autant en fait. C'est un combat à très long terme, on va dire. Mais une fois qu'il sera passé aux États-Unis, il passera en France. On a toujours 5 ans de retard. Tu penses donc du coup aux États-Unis, ça commence à devenir de plus en plus vegan au fil du temps? Bah en fait, tu vois, je pense que si on devenait tous vegan, ça déplacerait juste le problème, parce que j'ai lu il y a pas longtemps qu'en gros, dans je sais plus quel pays, alors je vais peut-être dire une connerie, je crois que c'est la Colombie, mais je suis pas sûr. Mais en gros, là où il y a une production d'avocats vraiment développée, comme aux États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui mangent sainement et moins de viande, ils ont mis vachement d'avocats dans leurs plats. Et en fait, du coup, l'avocat a créé une guerre dans le pays où il est cultivé, qui est comparable à la drogue en fait. Les gens s'entretuent pour savoir qui vendra cet avocat en premier. Mais en gros, tout ça pour dire que le problème a juste été déplacé. Avant, il y avait des problèmes avec les animaux. Maintenant, il y a des enfants qui meurent, tu vois, parce que il y a une guerre de l'avocat. Ouais, parce ça, que après, c'est la nature humaine. Oui, mais c'est ça en fait. Et tu dis que tu débat. déplaceras toujours le problème en fait. Non, donc c'est compliqué. Mais, oui. Mais après, c'est vrai que. C'est un long débat. Oui, quand tu vois qu'il faut je ne sais pas combien de kilos de céréales pour 1 kilo de viande, par Oui, exemple, oui. c'est là où tu te dis, bon, on peut quand même faire Oui, il y a moyen de avancer les choses si on devient C'est végétarien. sûr. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme. Ça revient au même débat que est-ce qu'on doit légaliser la weed en France pour les gens qui sont en dépression par rapport aux antidépresseurs, qui au final, les antidépresseurs, c'est une drogue, c'est une drogue au final. Oui, c'est une drogue comme une autre. Ça rapporte tellement d'argent aux pharmacies, enfin tout ce qui est pharmaceutique, que s'il y avait de la weed légale qui viendrait, et ben ça s'écroulerait et du coup ils auraient plus d'argent. Donc tous ces mecs-là qui ont le pouvoir. Bah, je pense qu'après les pharmacies peuvent aussi vendre de la weed. Oui, mais du coup, toutes leurs usines de médicaments. Ah ouais, qu'est-ce qu'elles viennent? Il faut qu'elles se renouvellent. Ça. Ouais, bah voilà, mais pourquoi elles se renouvelleraient alors que ce serait tellement bénéfique pour l'économie du pays en plus. Mais pourquoi elles se renouvelleraient? Toutes les taxes là-dessus, ça. Non, mais je pense qu'il y a, un truc de fou. Hein. Il y a maintenant peut-être 50% du monde où il y a la weed qui est légale dans les. Enfin, je crois que 50%? Ouais, je pense que ça commence à devenir. En tout cas, j'ai des retours où je vois que les pays qui ont légalisé la weed, par exemple, arrivent à avoir des milliards de bénéfices grâce à ça, sur la TVA sur ça, sur, en fait, sur les imports-exports. À Vancouver, tu payes le même prix ta weed que si tu la payes à un dealer, mais tu payes des impôts dessus, des taxes. Et du coup, tu crées de gage de qualité, et j'imagine qu'il y a un suivi, tout ça. Et en fait, tu sais d'où elle vient, quoi. J'avais fait une vidéo là-dessus, et en gros, t'arrives vraiment dans un centre, et c'est pas genre, ouais, je vais me défoncer. C'est ouais, j'aimerais de la weed pour ça, donc j'arrive pas à dormir, je vais être créatif, tu vois, c'est genre... C'est un peu genre, tu choisis comme une bouteille d'alcool, quoi. Dans tous les rayons, ouais. Mais bon, après, encore une fois, c'est une drogue, donc si c'est une fois par semaine... En soi, l'alcool, c'est une drogue aussi. Ouais, oui, carrément. C'est une drogue aussi. Mais la France veut pas. Pour tout le monde, tu vois. Donc, ça veut pas. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui ne changeront pas tant qu'il y aura des mecs au-dessus qui diront bah. Oui, les lobbies, quoi. Voilà. Allez, on va tout cramer. Ok, eh bien nous avons répondu à toutes les questions. Merci à toi pour avoir répondu longuement à toutes ces questions. Donc, vous trouverez dans la description la chaîne de Valentin et également en cliquant sur la fiche qui s'active en haut à droite. Et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se quitte sur ça et je vais te laisser le mot de la fin. Achetez des t-shirts. Des t-shirts de la marque Unicorn. De la marque Unicorn. Comme celui-là, il est bien. Hein. Comme ce bon, il est plus à vendre sur le... Par contre, celui-là, il était restock. Hein. Allez voir. Hein. Allez, on se quitte sur ça. Salut tout le monde. Salut.